Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de vos activités panafricaines et votre dernier bouquin, L'Afrique ou la mort. L'Afrique libre ou la mort. L'Afrique libre ou la mort, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, chroniqueur géopolitique pour diverses grosses chaînes en Afrique francophone et écrivain, auteur de 4 ouvrages sur le panafricanisme et la conscience noire en général. C'est des gens de notre communauté qui nous ont demandé de vous interviewer pour parler du franc CFA, parce qu'en ce moment on s'intéresse au franc CFA et on cherche des gens autour de ça, et on nous a dit que vous étiez très présent en Afrique, que vous aviez un gros public. On vous connaissait pas trop, et puis on a lu votre fiche Wikipédia, et là on a commencé à prendre peur. Bien sûr que si vous lisez la fiche Wikipédia écrite par des gens qui s'arrogent le droit de donner leur vision erronée sur des personnes qui ne connaissent pas, c'est sûr que vous aurez une vision erronée de mon combat. Donc, on va commencer par la fiche Wikipédia, on va essayer de commencer. Donc, Kémy Séba, né Stélio Gilles Robert Capo Chichi. Ouais, Stélio, c'est le prénom que mes parents m'ont donné, qui est la traduction de Séba d'ailleurs. Sauf que Stélio, c'est en italien, et comme vous le voyez à ma tête, je ne suis pas italien, donc j'ai pris un nom africain. Donc c'est bientôt votre anniversaire. Le 9 décembre 80 à Strasbourg, est un activiste politique, essayiste franco-béninois, figure radicale noire. Figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain. Il officie par ailleurs en tant que chroniqueur télévision en Afrique. Initialement membre francophone de la Nation of l'Islam, Kémy Séba se fait d'abord connaître en France en tant que fondateur et porte-parole de plusieurs organisations, notamment Tribuca, Génération Kémy Séba, toutes deux dissoutes par décret pour incitation à la haine raciale. Pourquoi ça? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage ou d'avoir la haine. Sauf que je ne suis pas un chien, et à partir du moment où en France, quelle que soit votre couleur de peau, que vous soyez noir, blanc, arabe, juif ou autre, dès que vous dites des choses qui sortent un peu des sentiers battus, eh bien, on vous accuse d'être quelqu'un qui appelle à la haine. Ça évite de répondre aux débats de fond, aux questions de fond, et de permettre aux gens de dialoguer entre eux. Voilà. Donc, on m'appelle en France le haineux, et paradoxalement, en Afrique, je suis plus que jamais plébiscité pour mon combat politique. Donc, je termine juste les 4 lignes qui restent. Se présentant comme anti-impérialiste et anti-sioniste, il est considéré par de nombreux journalistes et politologues français et étrangers comme un militant raciste, anti-blanc, racialiste et antisémite, ainsi qu'adepte de l'action violente dans les années 2000. Il est également considéré comme un suprémaciste noir. C'est intéressant. Ça, c'est les contes de Walt Disney réadaptés à la France. C'est des sketchs sur lesquels je ne me prononce que très peu parce que je trouve que c'est tout simplement inepte et stupide. Que dès que quelqu'un a un discours qui sort de sentier battu en France, on aime le noir quand il fait du basket, ou quand il s'appelle Kylian Mbappé, quand il fait du football, ou quand il fait du rap. S'il fait le Che Guevara dans ses clips de rap, mais qui se soumet en dehors de ça, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on pose, juste pour terminer, excusez-moi, des questions de fond, et qu'on parle sur le fond des sujets en tant que tel, qu'on parle de l'élite de l'oligarchie occidentale et de son élite cooptée africaine, qui est une élite tout aussi corrompue. On va y venir, vous en parlez beaucoup dans votre bouquin. Eh bien, on arrive à une situation où on devient quelqu'un qui appelle à la haine. C'est marrant. Quand on a regardé des vidéos, des anciennes vidéos, vous avez encore des cheveux. Ouais. Là, ça remonte. Beaucoup, c'est ça. Ouais. Je suis devenu Saiyan depuis. Là, ouais, ça manque un peu de jaune sur la tête. Ouais, là. mais je pense que je suis noir et fier de l'être. Pourquoi faire une descente dans la rue des Rosiers? Parce que le Bétard, la Ligue de défense juive, qui sont des organisations interdites aux États-Unis. Terrifié les gars là-bas. Juste, si vous voulez que j'explique. J'explique? Ok. Donc il y avait une organisation qui existe, je suppose toujours, je ne les suis pas, je ne sais même pas ce qu'ils font aujourd'hui, qui s'appelle la Ligue de défense juive et le Bétard, qui avait tabassé des Noirs lors de la manifestation en commémoration de la mort d'Ilan Halimi. Et certains de ces Noirs-là, notamment un papa éboueur de 50 ans à l'époque, qui avait pris des coups gratuitement parce qu'il avait la malchance d'être noir durant cette manifestation, était venu nous voir lors de l'une de nos assemblées, l'une de nos réunions, l'un de nos meetings que l'on tenait tous les dimanches à Belleville, en disant qu'il ne comprenait pas qu'il se soit fait tabasser lors de cette manifestation et qu'il voyait que ces gens-là se revendiquaient du Bétard et de la Ligue de défense juive. Ilan Halimi, il s'est fait torturer. Tout à fait. Mais est-ce que je peux continuer l'histoire? Comme ça, après, on revient sur Ilan, sur qui vous voulez.
Et donc, partant de ce principe-là, nous, on a pris contact avec donc cette organisation en disant pourquoi vous agressez des Noirs. Si vous avez un problème avec Youssouf Fofana, vous vous adressez à Youssouf Fofana. Ça ne nous pose aucun problème. Mais quand vous commencez à dire Youssouf Fofana, sale noir, les Juifs auront ta peau, et que vous voyez des Noirs, vous tabassez des Noirs, ça me pose problème. Là, on rentre dans l'arène. Si un criminel noir se fait juger en tant que criminel, ça ne me pose pas de problème. Les Noirs n'ont pas plus de droits, ni moins de droits que les autres. Mais si un Blanc tue quelqu'un, on ne dit pas Jean Dupont, sale Blanc, les Noirs auront ta peau. C'est ridicule. On juge le Blanc pour ce qu'il a fait. Quand Marc Dutroux viole des enfants, on ne dit pas sale Blanc, les Noirs auront ta peau. C'est stupide. On s'attaque à monsieur le violeur, quel qu'il soit, ou le criminel. Donc on a pris contact avec la Ligue des défense juive et le Bétard, qui, paraît-il, terrorisait les gens. J'avais appris ça. Moi, généralement, je ne suis terrorisé par personne. Et c'est une constante dans mon combat politique depuis très longtemps, et ça ne changera pas. Et donc, ils nous ont dit, bande de grandes gueules, en gros, ça vous pose quoi comme problème qu'on ait tabassé des Noirs? On fait ce qu'on veut. En France, ce pays nous appartient. C'était leur langage. On a été mis sur écoute, donc les gens savent. C'est pour ça que j'ai été acquitté lors de cette descente rue des Rosiers. J'ai pas eu de problème lors de cette occasion-là à cause de ça. Et ils nous ont donné rendez-vous. Et le problème, c'est que moi, quand on me donne rendez-vous, je viens. Toujours. Et donc, je suis venu accompagner des militants de notre organisation à l'époque, la Tribuca. Des fois un peu en retard. Hein. Non, l'heure de l'émission, c'était, je crois, 8h, et je suis venu à 8h moins 10. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le décalage horaire, parce que je vis en Afrique, je suis juste venu pour vous et pour mon stock de livres, et je repars le lendemain. Continuez. Bref. Donc, on s'est rendu à l'invitation. Quand on m'invite à un anniversaire, je viens. Quand on m'invite pour une rencontre, je viens. Il se trouve que quand je suis venu, la rue s'est écartée comme la mer Rouge devant Moïse. Ils sont tous rentrés dans les restaurants falafel. Les mêmes qui étaient des habitués pour tabasser gratuitement aussi bien des Juifs qui s'opposent au colonialisme au Moyen-Orient que des Noirs, des Arabes ou autres. Et ben, quand ils nous ont vus, ils ont laissé les gens sur le carreau dans la rue. Ils sont rentrés dans les magasins. Ils ont disparu. Il se trouve qu'on n'avait pas d'armes. Il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu une seule violence, et c'est pour ça que je n'ai eu aucune, je dis bien aucune condamnation judiciaire pour cette descente qui n'était en réalité qu'une rencontre. Simplement, quand des Noirs viennent de manière disciplinée, quels que soient dans les endroits où ils se trouvent, eh ben, il se trouve que des gens qui veulent instrumentaliser la situation vont présenter ça d'une autre façon. Donc, parler de descente dans un quartier juif, c'était un beau titre pour les médias. Je n'ai eu aucune condamnation. La justice m'a, entre guillemets, j'allais dire blanchi, c'est le mauvais terme, vous le voyez bien, mais m'a acquitté de toute charge lors de cette descente, en constatant qu'en effet, il n'y avait pas eu de violence, il n'y avait rien eu. Mais en effet, ça avait fait du bruit. Sarkozy était en pleine campagne présidentielle, donc il s'est servi de cette affaire pour dire des méchants noirs, des nazis noirs. On fait une descente dans le quartier juif. Moi, un juif qui n'a rien fait ne me pose pas de problème. C'est un frère en humanité, comme un arabe, un blanc, un noir ou autre. Par contre, il y a des criminels dans toutes les communautés et il y a des gens qui sont des oppresseurs dans toutes les communautés et je ne vois pas pourquoi j'aurais le droit de dénoncer tout ce qui se passe dans toutes les communautés, y compris dans la mienne, mais que je n'aurais pas le droit de pointer du doigt ce qui ne va pas chez ces milices extrémistes. C'est ce que j'ai fait. Elles ont bégayé ce jour-là et parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas les armes qu'il fallait pour nous affronter, c'est rentré dans un débat politique et c'est par décision politique qu'on a été interdit. D'accord, au Conseil des ministres, c'était la première fois de l'histoire qu'une organisation afro-descendante était interdite sous la Ve République, soi-disant pour des propos d'incitation à la haine raciale, parce qu'on disait qu'on antisémitisme. Oui, mais bon, dès qu'on parle de certaines choses, si je dis que Moïse, ou que je ne sais pas comment il s'appelle, aura un nom cassé, on va dire que je suis antisémite. Il arrive un moment où en France, le débat, il est hystérisé. On n'a pas le droit, en fait, à cause peut-être d'un sentiment de culpabilité de certains en France ou pas, on n'a pas le droit de dire qu'il y a des choses qui peuvent ne pas aller dans cette communauté. On a le droit de dire tout chez tous les autres. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qui ne va pas dans cette communauté. Et moi, j'ai un problème. Je suis issu d'un peuple qui est ostracisé, un peuple qui souffre le martyre. Je vis sur le continent depuis maintenant 9 ans, d'accord, qui vit dans des conditions indécentes, y compris en priorité à cause des responsabilités de nos élites. Il faut qu'on le dise aussi, nos élites endogènes. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, je suis très sensible aux deux poids, deux mesures, à l'injustice. Je ne comprends pas que quand il y a des propos inacceptables tenus chez des Blancs, chez des Arabes, chez des Noirs, il y a un consensus, tout le monde a le droit de parler, mais une sorte d'omerta, comme si la population juive serait une population qui ne serait pas en égalité avec les autres, comme si on n'aurait pas le droit de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas chez les autres. Vous êtes taxé direct d'antisémite. Mais moi, j'ai un problème, je m'en fous des étiquettes.
Voilà, je vais être très clair. Je ne veux pas être dans l'essentialisme. Il y a des périodes où je l'étais peut-être de manière provocatrice parce que j'ai bien compris, dès lors que j'ai senti qu'il y avait un tabou sur certaines choses, moi, je fonce. D'accord ? Donc je m'enfonce dans la chose. Rentrer en Afrique m'a permis d'avoir beaucoup plus de distance critique sur la question des confrontations entre identités et de beaucoup plus analyser la problématique des classes. Ce qui ne veut pas dire que je suis non plus un marxiste congénital en tant que tel. Donc voilà un petit peu la situation. Est-ce que vous leur avez tendu la main depuis? Est-ce que vous avez essayé d'arranger les choses, de vous comprendre, d'essayer de... J'ai pas besoin de comprendre le Bétar, la Ligue de défense juive, ça m'intéresse pas de les comprendre. Ils ont tabassé des Noirs, fin de l'histoire. Le débat, là, on est en 2018, ça s'est passé en 2006. Entre-temps, j'ai eu des enfants. Entre-temps, j'ai connu un accès aux masses médias en Afrique. Entre-temps, notre combat a pris une ampleur sur le continent africain. J'ai pas besoin de parler de la Ligue de défense juive et le Bétar. Ils ne sont pas dans mon agenda. Je ne sais même pas s'ils existent encore au moment où je te parle. Et je vais aller plus loin juste pour terminer cette situation. Ça ne m'a pas empêché durant toutes ces années de rencontrer des juifs exceptionnels. Parce qu'il y en a. Des noms? Non, je ne vais pas te donner leur nom, ils vont se faire tabasser par le Bétar et la LDJ, peut-être, j'en sais rien. Mais plus sérieusement, des citoyens lambda, normaux, d'accord, qui vivent comme des êtres humains sur cette terre et qui essayent de trouver le bonheur comme des tas d'autres êtres humains sur cette terre. Donc le problème, c'est pas les juifs contre les noirs, le problème, c'est qu'il y a des voyous dans toutes les communautés, et de la même façon que quand il y a des choses qui ne vont pas chez les nôtres, je suis le premier, moi-même, à tout faire pour essayer de faire avancer les choses dans la bonne direction. Bah, quand ça ne va pas chez d'autres, je ne vois pas pourquoi on devrait se mettre à sparadrap sous prétexte que c'est le peuple élu. Entre guillemets, sachant que j'ai voté pour personne à titre personnel. Le faire avec moins de violence, peut-être, non? Violence de quoi? Il n'y a qu'en France qu'on me parle de violence. Il faut qu'on se rappelle des choses. En Afrique, j'ai reçu, je ne sais pas combien de prix. J'ai reçu le prix MyPad que j'ai refusé, Most Influential People of African Descent. Vous voulez que j'aille à New York, j'ai refusé. J'ai reçu le prix Africa News, prix de la personnalité politique africaine de l'année. Africa News, c'est la chaîne équivalente de Euronews en Afrique. C'est la même filiale d'ailleurs. J'ai reçu le prix MJ Intellect. On me plébiscite pour mon combat politique, pour l'influence que j'ai sur la jeunesse africaine. Et de l'autre côté, en France, on me considère comme un terroriste. Il y a un moment, peut-être, il y a un problème. Il y a une double vision, ou alors il y en a peut-être qui aura besoin de lunettes. Et dans le même temps, on a Éric Zemmour, qu'on laisse parler dans tous les médias. Moi, je dirais le milliardième de ce qu'il dit dans les médias. Je serais déjà incarcéré. On m'a incarcéré 2 fois en France. Alors, combien de fois vous avez fait de la tôle? Et pourquoi? Quel motif? 3 fois. Combien de temps? La première fois, parce que soi-disant... Bon, les deux fois en France et une fois au Sénégal. La première, parce que j'étais venu ouvrir une antenne de mon mouvement à Chartres. Et le préfet de la région à Chartres avait carrément sorti le plan Vigipirate en disant qu'il ne fallait pas que je vienne, que j'ouvre une antenne de quoi que ce soit, que je suis quelqu'un de dangereux pour l'ordre public, entre guillemets. Et je lui avais dit vraiment, vous confondez. J'ai dit aux policiers divisionnaires de l'époque, vous comportez comme un chien de l'oligarchie sioniste en tant que tel, ça fait mal au cœur, ça fait de la peine. Ils m'ont mis outrage. Il m'a même dit violence alors que je crois que je l'ai frôlé. Enfin bref. Et on m'a mis 2 mois en prison, en isolement. Et ceux qui ont fait de la prison en isolement savent que c'est comme si vous avez fait beaucoup plus longtemps en partageant avec les autres. C'était à Bois d'Arcy, je crois. La deuxième fois, j'ai rencontré un proche journaliste de Bernard-Henri Lévy qui avait fait un reportage diffamatoire sur moi. Et moi, je suis un homme de contact, j'aime le peuple et j'aime l'humanité. Et donc, quand quelqu'un ment sur moi, je vais à sa rencontre et je lui demande pourquoi tu racontes n'importe quoi sur moi. Il a eu la mauvaise attitude de me souffler de la cigarette en plein visage et de me dire « j'ai pas envie de parler avec toi » alors que j'avais été très courtois avec lui. Il m'a bousculé alors que je n'avais rien fait. La réponse n'appartient qu'à Dieu. Il se trouve que j'ai eu un contrôle judiciaire pour bousculade. On était 3, ils étaient 2, je crois. Il y en a un qui a été innocenté parce qu'il n'avait pas donné de coup. En réalité, c'était 2 contre 2. Et on m'a condamné à du sursis. En réalité, c'était un prétexte pour essayer de m'immobiliser. Parce que ça faisait un bout de temps que le procureur qui était en charge de l'affaire... Non, mais j'y arrive. Si je donne mon explication, tu comprendras peut-être un peu mieux, ou vous comprendrez peut-être un peu mieux. Le procureur en question, qui s'appelait M. Zoukowitz, ça faisait 1 an qu'il essayait de me faire incarcérer dans tous les procès que j'avais. Ça ne marchait pas, et donc il s'est saisi de cette occasion. Et malgré ça, il avait demandé 1 an ferme. C'était délirant pour quelques coups. Mais la juge a tenu compte du fait que j'avais été bousculé en premier, et que je n'avais fait que répliquer. Et donc, elle m'a mis du sursis. Et j'étais semi-assigné à résidence. Je devais pointer régulièrement 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, je ne sais plus, dans la ville où j'étais. J'étais interdit de partir de France. Et il se trouve que moi, je n'aime pas trop qu'on me... Donc ça arrivé en 2009. Et je n'aime pas trop qu'on me régule. Depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un un petit peu
qui était borderline par rapport à la loi. Je n'aime pas qu'on m'impose des choses, j'aime la liberté. Et donc, en 2011, j'ai eu une offre pour être le porte-parole d'une société qui prônait le retour des afro-descendants sur le continent, qui créait des pépinières de renracinement au Sénégal. Et donc, je n'ai pas demandé l'autorisation à la juge en disant « Micheline, est-ce que je peux aller au Sénégal ?» Je suis parti. Et ce qui est intéressant, juste pour terminer dessus, et après, bon, l'histoire du Sénégal, ceux qui doivent la connaissent, ça s'est très bien passé jusqu'à il y a quelques temps. Et paradoxalement, je faisais des allers-retours réguliers entre l'Afrique et la France, parce que contrairement à ce que mes adversaires politiques ont dit, je ne suis pas parti de France, parce que j'avais des ennuis juridiques, sinon je ne serais jamais revenu. Je revenais régulièrement, voir la famille, voir les amis, etc., faire des meetings de temps en temps. On ne me dérangeait pas, parce que les dirigeants français s'étaient dit peut-être que il est rentré en Afrique, c'est bon, il va cesser de nous casser les pieds avec son combat politique pour la souveraineté des populations africaines. Il est dans un truc qui a l'air beaucoup plus de réenracinement culturel. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler à la télévision en 2013 et que l'audience a explosé sur le continent africain... C'est quoi exploser ? Bah écoute, c'est que le rapport des Africains à la télévision est très différent des Européens à la télévision qui, eux, les Occidentaux ont beaucoup plus accès à Internet. En Afrique, le rapport à Internet n'est pas encore aussi développé. Tout le monde n'a pas Internet au pays, mais tout le monde a la télévision. Et donc, je passais dans les émissions qui sont diffusées dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une des émissions phares qui s'appelait Le Grand Rendez-vous, qui est l'équivalent un petit peu de On n'est pas couché de Ruquier, en moins stupide, je pense, et qui est plus adapté aux réalités africaines locales, où on interviewait des ministres, des artistes, des personnalités du continent africain. Et donc, je crois que Le Grand Rendez-vous a été l'une des plus grosses, a été nommée la meilleure émission, l'une des meilleures émissions politiques d'Afrique de l'Ouest 2 ans de suite ou 3 ans de suite. Et moi, j'avais le rôle de Zemmour. En moins, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Si, on a le temps. Bon, en tout cas, c'est pas l'orientation politique de Zemmour, c'est sûr, sur bon nombre de points. Mais donc, problème avec Zemmour? Non, je vais venir sur Zemmour. J'ai pas dit que j'ai un problème avec lui. Simplement, je trouve qu'il a le droit de dire des choses, toujours face à des personnes faibles. Face à Absatoussi, c'est très facile de dire ce qu'il a dit. Moi, Zemmour, je le vois en face et on discutera d'un certain nombre de choses. Je n'ai pas de problème quand il dit que quand tu es français, tu veux prendre un nom français. Il n'y a aucun souci. Mais Zemmour, toujours jouer le plus royaliste que le roi, en oubliant que lui-même n'est pas français, d'accord ? C'est un juif algérien à la base, d'origine. On s'en fout qu'il soit juif. Mais c'est pas la question qu'il soit juif, il peut même être norvégien si tu veux, si ça te rend plus à l'aise, ça te stresse moins. Je vais dire qu'il est norvégien. Si il n'est pas norvégien, mais il y a des Norvégiens juifs. Donc j'y arrive. C'est que quelqu'un qui vient d'arriver, ou qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, son père était dans un autre pays, et qui veut commencer à monter d'autres communautés, parce que ça arrange ses intérêts, en réalité, son logiciel idéologique, ça me pose problème. Parce que l'axe d'Éric Zemmour, c'est de faire en sorte que les Noirs et les Arabes se fassent taper dessus ou se tapent contre les Blancs et que lui et sa communauté soient du côté des Blancs. Ça devient en gros l'axe judéo-chrétien contre l'axe négro-arabo-musulman. Ben, je trouve que c'est stupide et que c'est ceux qui, généralement, sont des pièces rapportées et qui jouent les rois plus que la royauté elle-même, finissent toujours par être les dindons de la farce. Et donc Éric Zemmour devrait être très prudent dans la manière dont il monte les uns contre les autres. Moi, ça ne me pose pas de problème qu'ils disent qu'il voudrait qu'Absatou s'appelle Julie ou Séverine, mais Zemmour, à mes yeux, n'est pas plus français qu'Absatou. C'est la seule chose que j'ai à dire. Il chante les louanges de la France et ça fait rêver des Français qui, malheureusement, puisque dans leur télévision, il n'y a plus de Français qui parlent. Et il y a très peu de gens qui sont issus de la France, entre guillemets, de souche qui parlent. Donc quand il y en a un qui chante les valeurs dites patriotiques, même s'il n'est pas français, ils sont contents. Mais il arrivera un moment où je pense que la population française va se rendre compte elle-même que le Zemmour en question, c'est quelqu'un qui a un agent extérieur et qui ne roule pas pour les intérêts de la France. Je ferme ma parenthèse par rapport à lui. Et donc quand j'ai fini la télévision, quand je suis rentré à la télévision, partons, et que l'audience a commencé à augmenter, que j'ai rencontré d'Ahmadinejad, que j'ai rencontré des lieutenants d'Hugo Chavez au Venezuela, etc., que j'ai commencé à voyager un peu partout. Prendre un peu de thunes de l'Iran, non? Non, ça c'est ce que les abrutis disent. Tu sais, je suis surveillé par les services français depuis très longtemps déjà. Lesquels? Non, il y a les services... il y avait la section antiterroriste du commandant Loriot en 2000... à partir de 2008 jusqu'à 2012, où j'ai eu ce que j'appelle des interviews, c'est-à-dire que j'ai été convoqué parce que surveillé en tant que tel, j'ai jamais posé de bombe, mais pour eux, visiblement, les propos qu'on donne, ça pouvait poser problème par rapport à certains intérêts. Et à côté de ça, il y a les services français extérieurs, je crois qu'avant on appelait ça des GSE, je pense plus qu'on appelle ça maintenant, et
je suis suffisamment surveillé pour te dire que si j'étais financé par l'Iran, ça se saurait. Mais moi, j'ai un défaut, c'est que dès qu'on jette un anathème sur moi, ça ne me dérange absolument pas d'être le diable dans le regard de mes adversaires. Donc je ne démens pas. Mais j'ai jamais touché 1 € de l'Iran. J'ai été par contre reçu par Ahmadinejad à 2 reprises. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup mon travail. Si tu veux une confidence, j'ai été reçu aussi au Venezuela par celui qui est maintenant l'ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest, Eddie José Corcega, d'accord, qui apprécie beaucoup aussi mon travail. J'ai été en Russie. D'accord, j'ai été reçu par Alexandre Dugin, un des conseillers des autorités russes qui apprécie beaucoup. Comment vous êtes rentré en relation avec lui? On s'est rencontrés. On s'est rencontrés, j'ai pas besoin de te dire plus. On s'est rencontrés, la connexion s'est faite par des personnes qu'on a en commun et qui apprécient beaucoup mon travail. Et toutes les personnes qui en ont marre de la globalisation, de l'uniformisation du monde, qui en ont marre qu'on veuille imposer un schéma civilisationnel de société au reste du monde, elles finissent toujours par se retrouver. Et donc c'est pour ça que ça me fait rire l'histoire des anti-blancs, parce que je pense qu'il n'y a pas plus blanc que de ce côté-là du Caucase. Mais on s'est rencontrés, ça a été une très belle rencontre intellectuelle et politique, philosophique aussi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu la pièce rapportée, née à Strasbourg, qui se prend un peu plus roi que le roi et qui veut être roi d'Afrique et à prendre le panafricanisme? Si je voulais être roi, je vais te dire un truc, hein, il y a beaucoup d'élections et beaucoup de partis puissants qui lorgnent sur mon audience en Afrique, parce que celui qui veut jouer plus roi que le roi, il est plus écouté que beaucoup de politiciens qui sont là depuis très longtemps sur le continent et qui contribuent à rouler leur population. Moi, je risque le peu de choses que j'ai pour un idéal, qui est l'idéal de la souveraineté. Et ça, c'est pas une question de noir contre blanc. Il y a des blancs qui rêvent d'autodétermination, et je les valide aussi. Il y a des arabes, il y a des chinois, des noirs, etc. Et la population africaine, elle est très sensible, en tout cas beaucoup d'entre eux, à la notion du sacrifice. Voilà. Donc la pièce rapportée, visiblement, elle est plus intégrée que beaucoup de politiciens locaux, parce que je pense que si aujourd'hui tu vas sur le continent, et si un jour on a l'occasion, je t'inviterai, tu auras l'occasion de voir de quelle manière nous sommes perçus et de quelle manière eux le sont. Nous, on réunit des milliers de personnes en Afrique, dans chaque pays où on va. Là, on est de samedi dernier, il y a quelques jours à peine, j'étais à Ouagadougou, on a réuni 3000 personnes. Aucun politicien ne peut le faire sans dépenser des millions en Afrique. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que les gens, ils sont à l'écoute de quelqu'un qui risque sa vie, qui risque les avantages qu'il a, ou le peu d'avantages qu'il a, pour l'intérêt commun. On va repartir depuis le début. Donc, Kémy Séba, quel âge il a? J'ai 36 ans, 37 ans en décembre. J'ai pas fini mon histoire sur les raisons qui ont fait qu'ils m'ont incarcéré. Hein. Mais bon, si tu veux. Bon, vas-y. Donc, juste pour terminer, donc, quand je suis revenu de toutes ces rencontres, ils ont profité de la séance de dédicace d'un de mes livres. Je crois que c'était Black Nihilisme. Et donc, ils ont fait réapparaître, en fait, le fait que j'avais violé le contrôle judiciaire depuis 2011. De 2011 à 2014, je faisais des allers-retours sous la surveillance de la police, ça leur posait pas de problème. Mais après avoir rencontré des Vénézuéliens et des Iraniens, ben là, c'est devenu un problème. Et donc, ils m'ont mis en prison, en isolement, cette fois-ci à Fleury-Mérogis. Combien de temps? Toujours en isolement, 2 mois. Je crois que l'isolement et 2 mois chez moi, en prison, c'est une règle chez eux. Comment ça se passe, l'isolement? C'est pas cool. C'est pas cool. Mais ça permet toujours, moi je suis toujours quelqu'un qui me dit que quand quelqu'un veut me noyer, il m'apprend l'apnée. Et je me sers toujours de ces moments-là pour être dans une démarche introspective et essayer de sortir beaucoup plus fort. Donc je lis beaucoup, je fais du sport et je réfléchis aux prochaines stratégies que j'aurai pour être encore plus fort quand je ressortirai. Donc en fait ça sert à rien leur prison, parce que ça me permet d'être encore plus fort quand je ressors. Donc, Kémy Séba, 37 ans, Oui, marié. Tout à fait. Bigame. Je sais pas ce que ça veut dire bigame, ça c'est l'occidental. 2 femmes, quoi. Moi j'ai 2 épouses, et Touma Seba qui est enseignante, et j'ai Natou Pedro Sakumbi qui est chercheuse en histoire, qui est nigériane congolaise. Voilà, la première est camerounaise. Je suis avec la première depuis 14 ans et la deuxième depuis 8 ans. Comment elle a pris la nouvelle de prendre une deuxième femme? Comment la nouvelle a... Comment l'ancienne a pris la nouvelle de la deuxième femme? Non. Elle sait que je ne suis pas quelqu'un qui joue avec la dynamique du mariage, que je fais tout pour ma famille. Et elle sait que ce n'était pas simplement un délire d'avoir d'ego pour avoir d'ego. Ce n'est pas le problème. C'est chez nous, dans la perception africaine, dans la tradition africaine, la femme est le pilier de l'homme dans les sociétés matrilinéaires. Et la polygamie, dans son acception occidentale, n'est pas perçue de la même façon que sur le continent africain.
à bon nombre d'endroits. C'est légal d'avoir deux femmes? Oui, dans nos pays. En France? Je m'en fous, je suis pas en France, moi. Bon alors, par rapport à ça, le passeport, il est de quelle couleur? Non, j'ai acquis le passeport béninois il y a 4 ans. Et la carte d'identité béninoise. J'ai laissé la carte d'identité française et j'ai le passeport français qui me permet de parler aux Antilles, à mon peuple qui m'écoute en nombre là-bas, même si j'ai des opposants bien évidemment aussi. Lesquels? Tous ceux qui travaillent pour les autorités françaises, même pas beaucoup. Et les béquets, bien évidemment, qui sont les descendants d'esclavagistes qui possèdent encore beaucoup de richesses, puisqu'ils ont 95% des richesses, alors qu'ils représentent 5% de la population, eux-mêmes pas trop. Ça qu'à parler créole? Non, je parle pas créole, non. Mais pourquoi pas m'apprendre? Si toi tu veux m'apprendre, y a pas de souci. Mais je préférerais que ce soit un frère ou une sœur qui le fasse. Pourquoi? Parce que je pense qu'il aura plus de maîtrise de sa propre langue que toi. Tout simplement. Si tu parles créole, je serais très surpris que tu me... Bon, t'y mal, on verra ça plus tard. Voilà, regarde, tu vois. C'est trop facile, ça. De quoi? Vas-y, parle. Bah, moi, tibitain. Vas-y, Alors, parlons. Pourquoi prôner en Afrique ce retour aux sources identitaires? Parce que l'Afrique est la population qui a été la première. On parle du nouvel ordre mondial aujourd'hui, c'est un terme à la mode. Mais le mondialisme, la première entité qu'il a rencontrée dans l'humanité, c'est la population africaine. L'esclavage, la colonisation, je ne suis pas en train de faire de la victimisation, ce que je dis toujours qu'il arrive un moment, il faut qu'on se regarde dans la glace, qu'on se prenne en main. Il ne faut pas toujours dire que c'est la faute des autres. Une civilisation est détruite de l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc on est les premiers responsables. Ça, il faut que ce soit clair. Mais notre peuple s'est fait laver le cerveau culturellement, politiquement, intellectuellement, de telle sorte qu'on a une élite aujourd'hui même africaine qui d'ailleurs est le premier problème. Vous avez reçu un de ses représentants la dernière fois qui pense beaucoup plus en fonction de la bobocratie occidentale qu'en fonction... On va il n'y a pas de revenir. problème, on revient sur tout ce qu'on veut, moi je suis à l'aise sur tout. Mais qui pense beaucoup plus par rapport à une vision oligarchique occidentale que par rapport aux intérêts du prolétariat africain. Il y a réellement un seul peuple en Afrique? Non, on a plusieurs peuples, mais on a tous une racine, on a une racine commune. Mais évidemment, qu'il y a plusieurs on a la peuples. même racine commune, toi et moi. Je sais pas la question, si tu veux, on est des frères, on peut marcher nus avec une tulipe dans les cheveux, il n'y a pas de souci, et puis on dira on est des frères. Qui porte les cheveux? United Color, ça peut repousser. Mais il y a plusieurs peuples, ça n'a jamais été la question de dire il y a un seul peuple, mais il y a plusieurs peuples, plusieurs familles qui forment un seul ensemble. Et on est dans un monde aujourd'hui, il y a les blocs civilisationnels. Tu as l'eurasisme d'un côté, où les populations slaves essayent de se réunir autour de cet idéal. Tu as le bolivarisme en Amérique du Sud, où les populations d'Amérique latine essayent de se réunir autour d'un idéal. L'Union européenne est contestée parce que c'est l'union en réalité de l'oligarchie financière qui asphyxie les peuples européens qui souffrent réellement. Mais le panafricanisme, c'est une idéologie de libération qui veut transcender la problématique de la balkanisation du continent africain qui nous a été imposée en 1884 et 1885 à Berlin. Donc, vouloir tendre vers un seul peuple ou vers une unité de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, c'est quelque chose qui est du domaine du vital pour nous, parce qu'on a été détruit de A à Z, et qu'aujourd'hui, ce sont nos propres élites qui participent à propager cette logique de destruction. Et dans cette démarche-là, il y a une nécessité du retour aux sources qui doit être effectuée, qui ne peut jamais être complète, parce qu'on fait partie d'un ensemble. On fait partie, excusez-moi, d'un ensemble qui est globalisé aujourd'hui. Le néolibéralisme a complètement javélisé ou a accentué le processus de javélisation de nos populations, qui a poussé les nôtres à une certaine forme d'individualisme, alors que dans nos sociétés en Afrique, le solidarisme et ce que Julius Nyerere, l'ancien président de Tanzanie, appelait le l'Ujamaa, le villageoisme, c'est quelque chose qui, normalement, était prépondérant. L'individu ne peut pas être supérieur à la collectivité, structurellement parlant. Mais le néolibéralisme, ou le globalisme, ou le mondialisme, tel qu'on le présente aujourd'hui, a fait en sorte que dans les grandes capitales, dans les villages, c'est encore différent, mais il y a de plus en plus de dérives sur le comportement que ont les gens. Et cette problématique que rencontrent les Africains, mais les Occidentaux le rencontrent aussi. Moi, je rencontre beaucoup de populations quand je voyage, quand je vais rencontrer certaines personnes, etc., des amis ou autres, des anciennes connaissances qui vivent dans des campagnes, qui me disent que aujourd'hui, le mondialisme en tant que tel, c'est quelque chose qui les détruit aussi.
Et donc, c'est pas une problématique qui touche simplement les Noirs, ça touche tout le monde. Simplement, je crois que nous, ça nous a touché à plus grande ampleur parce que l'esclavage et la colonisation, c'est pas quelque chose dont on sort de manière indemne. Ça, c'est certain. Mais c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. C'est pas les autres le problème. Tu sais, j'ai envie de te dire que tu vas pas demander à un vautour de se transformer en hibou ou en autre chose. Chacun sa nature. Le capitalisme, c'est le vautour. L'oligarchie occidentale, c'est le vautour qui saigne son propre peuple. Donc je vois pas pourquoi ils vont arrêter de saigner les nôtres. Mais c'est à nous de nous organiser pour donner un autre visage que le visage excuse-moi le terme, mais du singe savant qui aime appliquer exactement ce qui est énoncé ou ce qui est prôné par l'oligarchie occidentale. Alors, admettons qu'avec une baguette magique, c'est pas une baguette magique. Vous y arrivez. C'est pas une baguette magique, c'est des efforts, c'est des sacrifices. Ouais, c'est peut-être des siècles aussi. Mais ça fait déjà des siècles qu'on est dedans. Et bon, admettons que ça fonctionne. Ouais. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est pour une croissance? C'est pour quel type de valeur? On se retrouve nous-mêmes. Moi, je vais enlever déjà un terme, la notion de développement ne m'intéresse pas. Parce que quand on se développe, c'est par rapport à un paradigme précis, par rapport à un baromètre. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin d'un baromètre. Le baromètre qui est fixé aujourd'hui, c'est en gros se développer par rapport aux nations occidentales. J'en ai strictement rien à foutre de ressembler aux nations occidentales, ça ne m'intéresse pas. Mais l'Afrique a besoin de se reparler à elle-même, de se retrouver elle-même, de redévelopper ses propres schémas civilisationnels, ses propres schémas endogènes. On a nos réalités. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'Ujamaa. Moi, je suis dans cette pensée, dans cette philosophie à 2000%. Je l'ai adapté dans notre pays. On appelle ça alodo. C'est le solidarisme. Alodo, dans ma langue, ça signifie l'aide. Et être dans cette démarche-là, c'est le substrat originel du continent africain. Nos populations ont besoin de penser en fonction de leur propre réalité. Ont besoin de penser en fonction de leurs propres espaces, en fonction de leurs propres environnements. Ils n'ont pas besoin des histoires de PIB, ils n'ont pas besoin des histoires de la Banque mondiale, ils n'ont pas besoin du FMI, ils n'ont pas besoin de toutes ces choses-là. Donc c'est un travail global qui doit se faire, non pas simplement au niveau de l'élite, avec laquelle j'ai un gros problème, mais au niveau de la base. Et donc nous, ce que l'on fait à notre petit niveau dans beaucoup de pays d'Afrique francophone avec notre ONG Urgence panafricaniste, c'est une démarche bicéphale. Une démarche de justice sociale, justement, avec le programme Alodo, qui est soutenu par beaucoup de footballeurs de haut niveau, Nicolas Anelka, Dembaba, etc., des frères, des amis, qui comprennent le combat politique que je mène et qui nous aident à créer des campagnes de microcrédit sans intérêt pour que des mères de famille, parce que chez nous en Afrique, les mamans, c'est le pilier de tout, d'accord, puissent créer des commerces, d'accord, des entreprises qui puissent leur permettre d'être indépendantes et de ne plus être en difficulté économique, sociale. Alors on ne vient pas qu'un coup de baguette magique. On a des programmes qui sont extrêmement structurés par des assistants sociaux qui sont dans notre organisation et qui suivent les mères de famille en question. De l'autre côté, le deuxième axe, je n'ai pas parlé de toutes les actions sociales, c'est l'action de la souveraineté. C'est-à-dire que il ne peut pas avoir de justice sociale sans souveraineté. Nous, c'est notre vision des choses. Chaque peuple a le droit de décider de sa propre destinée. Et il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, notre économie soit dirigée, décidée, organisée, structurée par l'oligarchie française. Et quand je dis ça, quand je parle de l'oligarchie française, je ne parle pas de la population française de manière générale, d'accord, mais je parle de l'élite française qui se fait des couilles en or, excuse-moi la crudité, en nous dépouillant, en pillant nos ressources minières, en pillant nos ressources naturelles, et évidemment avec le système monétaire et économique que nous connaissons sous l'appellation de franc CFA. Donc, une fois qu'on a rassemblé tout le monde, qu'on s'est mis tous autour de la table, qu'on est dans des valeurs bienveillantes... C'est pas simplement ça, là, tu es en train de présenter ça de manière naïve. Triviale. Tu es en train de présenter ça de manière triviale, ça me fait penser à certains moments qui se lèvent à 5 heures du matin, qui sont sur des pays extrêmement riches, mais qui vivent avec moins de 100 € par mois, d'accord, et qui, parce que le pillage de nos ressources est organisé avec les mafieux qui sont à la tête de nos pays, les mafieux africains, donc les Africains en priorité, et en concubinage incestueux avec l'oligarchie française, elle est obligée de se lever à 5 heures du matin pour vendre de l'arachide au bord de la route, d'accord, pour essayer de nourrir ses enfants. Donc c'est pas le trivial dont tu parles. Moi, je vois pas ça. Je parle en tant qu'économie continentale. Mmh. C'est intégrer les marchés financiers, c'est créer un autre système, c'est avoir un système bis. De toute façon, c'est évidemment créer un autre système. Mais avant de revenir à ça, on parle de l'Afrique. Moi, je parle de l'Afrique de la zone franc, l'Afrique francophone et les Caraïbes francophones. Parce que c'est la réalité dans laquelle nous sommes. C'est une espèce particulière. Quand tu vas dans les pays d'Afrique anglophone, j'ai été assistant de la parlementaire Abike Dabiri au Nigeria pendant quelques mois. Le Nigeria, ça n'a strictement rien à voir
avec les pays d'Afrique francophone. Le Ghana va bientôt être le plus peuplé, troisième pays le plus peuplé au monde bientôt. Là, tu vois, tu as les chiffres que je ne connais pas, et quand je ne connais pas, je ne parle pas. Mais ce que je sais juste, c'est que le colonialisme anglo-saxon a été très différent. Il y a l'Indirect Rule, excusez-moi pour le mauvais accent, la règle, en tout cas le rapport, il y a une plus grosse autonomie qui a été laissée durant le colonialisme aux populations africaines sous colonialisme anglophone que dans les pays sous colonialisme francophone, où l'humanisme, le pseudo-universalisme, qui est une ineptie intégrale en réalité, et qui est imposé, a fait en sorte que ça a complètement aliéné, donc rendu étranger à soi-même bon nombre des nôtres dans nos pays d'Afrique francophone. Et c'est ce qui explique que la partie la plus colonisée sur le continent africain, c'est pas la partie lusophone, aujourd'hui encore, c'est pas la partie anglophone, c'est la partie francophone. Et ça, c'est en priorité à cause de nous, autres Africains. Et donc, il y a un travail à faire sur ce terrain-là. Muammar al-Kadhafi, pour revenir, puisque tu parles de schéma économique intégré et tout ce qui s'ensuit, avait proposé la problématique du dinar or. Le but était de faire en sorte... argent. Le but était de faire en sorte que nos populations puissent, cette fois-ci, asseoir leur monnaie sur leurs ressources minières en tant que telles. Quand tu regardes nos ressources, le continent africain est l'une des terres les plus riches de la planète. D'accord ? Mais on est toujours dans une démarche de vouloir adosser nos monnaies à d'autres systèmes économiques qui ne sont pas en harmonie avec nos réalités. Et donc, le projet du dinar or dont parlait Kadhafi pouvait permettre, à partir du moment où il y avait un devoir, un travail de réappropriation de nos ressources qui était effectué, pouvait permettre à la population africaine de retrouver une véritable autodétermination. Et il voulait quoi ? Il voulait adosser les banques centrales à ces ressources-là, et donc il y a un travail de réappropriation des richesses qui soit organisé. Lui, c'était sur l'or, parce que l'or, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, où était, je ne sais pas si ça a été pillé entre-temps par les élites françaises et associées, mais il voulait adosser ça à l'or, et il voulait que de manière générale, nos richesses puissent être le support sur lequel, justement, cette démarche monétaire s'installe. Moi, je me situe dans une problématique qui est la suivante. C'est un travail à la chaîne. Moi, je suis un acteur de la société civile qui est entendu. Ma responsabilité, c'était d'animer et d'agiter ce débat qui était rendu tabou depuis trop longtemps sur le continent africain. Et donc, on a organisé une croisade sur cette problématique de la souveraineté. Et dans un des tiroirs de la souveraineté monétaire est évidemment extrêmement importante. Et c'est pour cette raison qu'on a réussi, je pense, à imposer dans le débat de société sur le continent africain la question du franc CFA. Il y a du racisme en Afrique ? Alors, je vais te dire quelque chose qui va te paraître un peu borderline sans doute, mais c'est pas trop mon souci. Moi, les histoires de racisme ne m'intéressent pas. Racisme, noir, blanc, moi je suis pas... Racisme noir. Non, mais il y a des tensions, ça existe partout. Ça existe partout. Il ne faut pas non plus idéaliser. Mais on n'appellera pas ça du racisme. Il y a certaines régions vont se penser meilleures que d'autres. Il n'y a pas de génocide entre communautés. Non, mais à part les génocides organisés comme au Rwanda, où on sait qui sont les responsables, le génocide, à la base, c'est plus l'impérialisme a commis ce génocide-là, vis-à-vis des nôtres. L'élite financière occidentale, je dis bien l'élite et pas le prolétariat occidental, c'est important, a commis ce génocide-là. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des génocides entre Africains ? Il y a des génocides entre Africains, ou Tutsi, c'est quelque chose qui a existé. Il y en a certainement peut-être eu d'autres, mais ils sont microscopiques par rapport au génocide imposé par la finance internationale vis-à-vis des populations africaines. Et pour revenir sur le racisme, ça disparaîtra jamais, si ça existe, d'accord ? L'hostilité entre des gens de différents peuples, ou même entre des gens d'un même peuple, c'est pas le problème. Ouais, c'est pas Rokhaya Diallo ici. Donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, l'oppression systémique d'une élite sur d'autres peuples, ça me pose problème. Et c'est sur ça que je me prononce. Bon, on a reçu Louis Kemayou, ici. Ma gloire. Ouais. Et vous avez fait une vidéo. Mon équipe, pas moi, j'ai pas le temps pour ça. Ça a été validé par vous ou pas ? Tu sais, chez nous, il y a la démocratie directe. C'est-à-dire que moi, je suis au village, souvent, dans le cadre de mon travail politique. C'est pas moi qui gère ma page fan ou ma page publique. Il y a 500 000 personnes quasiment, j'ai pas le temps pour ça. Et je me suis éloigné des réseaux sociaux depuis un bout de temps. Mais j'ai une équipe qui est à la fois sur le continent africain et dans la diaspora, qui surveille et qui connaît le Kemayou, qui est quelqu'un qui vous arnaque un peu ici en se faisant passer pour un journaliste qui a pignon sur rue en Afrique, alors qu'en Afrique, tout le monde sait qu'il est balois.
Donc, voilà, la réalité des faits, elle est là. Et quand ils ont vu, on ne s'est jamais prononcé sur lui en 20 ans d'activisme politique, mais quand ils ont vu qu'il s'est permis de raconter n'importe quoi sur nous, alors que nous, on risque notre vie pour notre souveraineté, et que lui vient manger les subsides ici en France, parce que son travail, il vit en France, il ne vit pas en Afrique, ben on s'est dit que, je parle au nom de l'équipe, parce que je prends mes responsabilités, on s'est dit qu'on allait lui répondre, tout simplement. Alors vous avez répondu comment? Bah, ils ont répondu, ils ont repris ses propos, et ils ont mis ça en parallèle avec une dialectique, juste je termine, une dialectique historique, qui est celle du nègre d'intérieur, qui se fait toujours plus roi. C'est la même chose, qui se fait toujours plus royaliste que le roi, en stigmatisant les personnes africaines ou afrodescendantes qui veulent l'autodétermination. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu avais, durant la période de Lumumba, des gens qui disaient que Lumumba était un terroriste, était un extrémiste et un fauteur de troubles. Et qu'il allait, nuire aux relations entre le Congo belge et le Royaume de Belgique. On a eu des gens, à l'époque de Malcolm X, qui disaient que Malcolm X était un suprémaciste noir, un fauteur de troubles, qui était en train de semer des divisions, des tensions entre noirs et blancs. Moi, je parle avec beaucoup de blancs qui comprennent profondément notre combat, plus que Magloire, Kemayou, d'accord? Et nous, il n'y a pas de tension entre les peuples qui se respectent. Mais par contre, moi, j'ai un problème avec les mangeurs de subsides qui mangent dans la main de l'oligarchie occidentale et de cette bien-pensance qui, en réalité, ne veut pas la souveraineté africaine. Sinon, il serait rentré au pays et il se serait retroussé les manches pour aider sa population. Mais il préfère être ici, là, à TV5 Monde ou je sais pas où, et raconter ses inepties. Mais il ne blague que vous, il ne blague pas nous. Bon, il a posté un commentaire sur la page Facebook qui a été gommé, d'après lui. Et lui, quand apparemment, si je ne m'abuse, il y a eu des personnes, environ 15 de notre page Facebook qui nous ont écrit pour dire qu'ils avaient laissé des messages sur la page de Kemayou, il les avait bloqués. Et après, lui, quelques jours après, il vient écrire chez nous et il croit qu'on va laisser. Si c'est un homme Kemayou, moi je le vois en direct et je le mange tout cru. Voilà, parlons peu. Bon, alors son message, c'était « Jusqu'à présent, je ne connaissais pas la différence entre les nègres des champs et les nègres de maison. » Il la connaît très bien parce que c'en est un. Entre parenthèses, nègre des Champs-Élysées ou nègre de Maison Lafitte. C'est pour faire rire ses amis du 16e. Finalement, le nègre de maison, c'est celui qui ne voue pas un culte au gourou Kémi Séba. Le gourou Kémi Séba. Par ricochet, tous les autres sont des nègres des champs, évidemment. C'est vraiment la dialectique du nègre de maison qui a bien... Où avais-je la tête? Merci Kémi Séba pour cette leçon de sémantique de la publicité bienveillante. Magloire, je te réponds en te disant que le gourou qui est suivi par des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes en Afrique, c'est qui? C'est moi ou c'est toi qui n'es suivi par personne, si ce n'est ta mère et ton cousin, et qui ne parle que chez les Occidentaux, mais en Afrique, on te jette des pierres parce qu'on sait que tu as un vendu. Je me demande c'est qui le gourou. Fin de la citation, ce qui concerne ce guignol. Il nous a envoyé 2-3 questions. J'ai pas envie de répondre à ce clown. S'il veut me parler, il m'invite en débat dans sa chaîne à TV5 Monde et j'irai le grailler en direct. Bon, on va quand même poser les questions. Avez-vous des rapports avec des mouvements comme l'Ex-Front National ou le Ku Klux Klan, qui sont loin d'avoir la sympathie pour les Noirs? Si oui, quelle est la nature de ces rapports? La deuxième question, quand vous exigez la sortie du pays de la zone franc, CFA, et le boycott des produits français, poussez-vous votre logique jusqu'à brûler votre passeport français et à demander à vos camarades de lutte de faire pareil? Je peux répondre? Bah ouais. Bon, ce qui est intéressant, je pense que les personnes dotées de raison verront un petit peu le logiciel idéologique de ce clown. C'est-à-dire que Non, laisse-moi finir. Tu m'as pas permis de lui poser des questions directes, mais par contre, tu viens poser des questions de ce rigolo dans notre échange. Donc, tu me permets que je réponde comme je le souhaite. Avec respect, sans clown, toujours, sans rien. Non, clown, c'est un terme français, c'est pas une injure. Dans le dictionnaire, le petit Robert. Juste pour terminer, pour être sérieux, cette personne-là, qui est élevée par la bobocratie de manière intégralement sur le logiciel idéologique, dès que des personnes prônent le souverainisme, l'autodétermination, sont des patriotes ou des nationalistes, ils sont catalogués par ces gens-là d'extrême droite. Ça me fait rire. Dans le prolétariat africain que je visite quotidiennement, parce que c'est ma vie, c'est ma dévotion, c'est ma mission, moi, pendant que lui mange ses petits fours, il a d'ailleurs grossi Paris 16e, il y a une chose qui est certaine, je termine, mais c'est pas, non, c'est une constatation. Il y a un adage en Afrique qui dit celui qui est corrompu, il grossit. Ben, il en est une bonne définition. Parce que je l'ai vu il y a quelques temps quand il était aux Acédiques il y a 10 ans, il était beaucoup plus mec que ça. Mais juste pour terminer ce que je dis, et ça me fait rire en plus, c'est jouissif de répondre comme ça, sur ce type,
Euh, Moi, je parle avec tout le monde. Je parle avec des gens de gauche, je parle avec des gens de droite, je parle avec des gens de tout le spectre politique dans le monde. Je ne suis pas sectaire, contrairement à lui, qui ne peut parler qu'aux gens que lui autorise, en tout cas que l'oligarchie occidentale lui autorise d'avoir comme interlocuteur. Parce que c'est ça sa réalité. C'est un mec qui est dans un logiciel idéologique, c'est la bien-pensance occidentale, et c'est pour ça qu'en Afrique, ce genre de type n'est pas respecté. Je n'ai pas de contact avec des gens du Front National, pour la simple et unique raison que il y a une époque où j'étais beaucoup plus jeune, où j'étais dans un idéal par rapport au patriotisme. Et je me disais que tous les patriotes de la Terre peuvent se réunir et peuvent marcher ensemble. J'ai compris que avec les patriotes d'Amérique du Sud, c'est facile. Avec les patriotes du Moyen-Orient, c'est facile. Hezbollah, Iran, etc., c'est facile. Mais en France... Et les patriotes d'Israël? Mais si ces patriotes d'Israël qui veulent que les Palestiniens ne se fassent pas voler leurs terres, ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très nombreux. Donc, juste pour terminer, de l'autre côté, j'ai remarqué qu'en France, la plupart des patriotes, pas tous, parce que j'ai rencontré les patriotes français qui étaient contre la France-Afrique en tant que telle. Ça existe, il y en a, et je les salue fraternellement. Mais j'ai rencontré aussi bon nombre, je ne les ai pas rencontrés physiquement, mais je lis beaucoup, c'est une qualité et un défaut, de Français qui, quand on leur parle de la France-Afrique, disent mais la France a le droit d'avoir sa présence sur le continent africain. Et c'est là que je me rends compte que le patriotisme des uns, il y a une géométrie variable. Moi, quand je suis patriote, je ne veux pas la domination de mon pays ou de mon continent. C'est quoi votre pays? Comme disait Kadhafi, mon pays, c'est l'Afrique. D'accord? Comme disait Marcus Garvey ou Kwame Nkrumah, mon pays, c'est l'Afrique. Et nos États, qui sont des États fabriqués par l'entité coloniale, ne sont que des départements. Et donc, pour cette démarche-là, je réponds simplement que j'ai rencontré ou j'ai constaté qu'il y avait certains patriotes français qui, eux, ne voulaient pas la fin de l'hégémonie française sur le continent africain. Et c'est là où je dis qu'il y a une limite dans le dialogue ou dans l'accord. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte si un Français aujourd'hui émerge en tant que patriote et dit qu'il veut l'autodétermination pour chaque peuple. Pour l'instant, j'en ai rencontré très peu, à part des anonymes sur Internet, ça existe donc. Et je parle avec des gens, je peux parler avec des gens d'extrême gauche, très nombreux, depuis que je suis en Afrique, qui nous soutiennent dans notre combat politique. Moins les structures auxquelles ils appartiennent, mais à titre individuel, beaucoup. Et donc moi, je ne suis pas sectaire, contrairement à lui. Deuxième question, passeport français, je vais être très clair. Moi, je ne nie pas ma réalité, mon identité. Contrairement à Kemayou, qui est né au Bled et qui a demandé les papiers français, moi, je suis né en France. D'accord? Vous avez demandé les papiers au Bénin. Voilà. Donc moi, je demande les papiers au Bénin pendant que lui demande les papiers français. Par contre, les papiers français, moi, je suis fiché S, je suis interdit de rentrer dans plusieurs pays. Je suis interdit de rentrer en Suisse, parce que c'est le coffre-fort des dictateurs africains, et ils savent que si je vais là-bas, ils vont... c'est d'ailleurs ce que les autorités suisses ont dit. Hein. Ils sont venus me chercher dans l'avion, comme c'était New York et unité spéciale, en me disant, vous êtes une personne dangereuse pour l'ordre public, vous ne pouvez pas fouler le territoire helvétique. J'ai dit ok, j'étais censé faire une conférence au sujet de la France-Afrique, et donc évidemment des coffres-forts africains dans ce pays. Je suis interdit de rentrer, que je dise pas de bêtises, au Sénégal, où il y a un des plus gros valets du néocolonialisme français, sans doute un copain de Magloire Kemayou, qui s'appelle Macky Sall, qui est le président de la République sénégalaise, qui dit que mon influence est dangereuse pour l'ordre public et que je suis en train de tourner la jeunesse vers l'anarchie anti-française. Ce qu'il appelle anti-française, c'est l'oligarchie française. Parce qu'il sait très bien, en réalité, que je suis plus proche de bon nombre de Français, que moi-même je suis né en France, et que c'est pas ça le problème. Je termine, et je suis interdit aussi de rentrer au Togo, parce que le dictateur Faure Gnassingbé Nyadema n'aime pas qu'on parle de malgouvernance et de corruption. Or, le problème de l'Afrique, c'est pas simplement le néocolonialisme français, c'est aussi la corruption de nos élites qui, lorsqu'il y a un budget de 100%, vont prendre 99% et vont laisser 1% pour le peuple. Et encore pour le peuple, je nuance. Et enfin, je suis interdit de rentrer en Guinée, parce que de la même façon, j'avais dit que j'étais venu pour organiser Guinée-Conakry, organiser un meeting de lutte contre la corruption et la malgouvernance avec les militants locaux. Et comme Alpha Condé se plaint et a peur de l'influence que j'ai en Afrique, eh ben, il s'est organisé pour que je sois interdit de rentrer. Donc voilà. Et donc, si maintenant, moi qui ai acquis la nationalité béninoise à la sueur de mon front, parce que ça n'a pas été facile, je brûle le passeport français, je ne pourrai plus aller voir une autre partie qui compte énormément sur moi dans le monde, qui est la partie des Antilles. Guadeloupe, on les embrasse. Guyane. Réunion. Réunion, je n'ai pas encore été, mais ça viendra. Mayotte. Mayotte non plus. J'ai fait Guyane, Guadeloupe, Martinique. Chaque pays où je suis allé, j'ai réuni des milliers de gens, sans payer qui que ce soit pour qu'ils viennent, contrairement aux politicards en France qui sont obligés de donner de l'argent pour que les gens viennent. Donc tout ça pour te dire que moi, la différence entre Magloire et moi, c'est que moi, je me suis battu pour avoir une nationalité africaine.
Lui s'est battu pour avoir la nationalité française et pour manger ici, vivre ici et ne venir peut-être avec un masque sur la tête qu'une fois par an au Cameroun, dans son village natal, puis il repart à Paris. Moi, je vis en Afrique depuis 9 ans. J'y suis tout le temps. Je ne vis pas comme un expat. Je vis comme un Africain qui se conforme aux réalités africaines. Et j'ai sacrifié un équilibre même familial et économique que j'avais au Sénégal où j'étais installé, où j'avais un bon poste à la télévision, pour des convictions politiques en brûlant le billet de franc CFA. J'ai été expulsé, j'ai été incarcéré. Magloire ne peut pas connaître ça. Donc je ne peux pas parler avec ce genre de clown, qui est un mot dans le dictionnaire français. Je préfère parler avec des gens qui ont une vision des choses un peu plus dense. Bon, comme vous l'avez appelé clown, on va reprendre une de ces questions. Donc en fait, c'est une interview de Magloire. Mais pourquoi il ne m'interviewe pas sur TV5 ? Non. Alors, l'implication de Idriss Déby, le chef d'État tchadien, dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est très appréciée par la France. Tout à fait. Et il est souvent présenté comme un ennemi du franc CFA. Pourtant, son pays en fait toujours partie. Qu'en pensez-vous ? Très clairement, moi, là, il apprend, j'ai envie de dire qu'il pisse dans un violon, parce que tout le monde sait cette réalité-là, que Idriss Déby est quelqu'un qui a d'abord été placé par la France-Afrique. C'est évident, c'est pas un secret. Il se trouve que des proches à lui, à un moment, l'ont sensibilisé sur la question du CFA, et il l'a constaté comme n'importe qui doté de raison que c'était un scandale politique, un scandale économique. Et il se trouve que Déby est un extraordinaire militaire qui a un gros poids en Afrique centrale, et donc c'est un ami. De pion, il est passé à allié de la France-Afrique. Kemayou, il n'est pas français, au fait. Hein. Mais oui, d'accord, mais en tout cas, il vit ici. Juste pour terminer. Ah, c'est bien. Il t'appelle carrément, vous avez carrément le contact direct. Voilà, je vois que vous êtes proche, vous êtes intime, méfie-toi, serre les fesses. Mais juste pour terminer et pour être pas encore sorti, hein, méfie-toi. Hein. Sorti de quoi? Ah non, c'est toi, méfie-toi. Bref, donc il n'est pas français, mais en tout cas, il vit en France et c'est ici qu'il mange les petits fours, pas en Afrique. Et donc, peut-être qu'il va le rappeler pour dire, ah non, je suis là en Afrique 30% de l'année. Mais donc, plus sérieusement, où est-ce qu'on en était? Parce que je me perds avec Magloire. Le Tchad. Le Tchad, donc on sait que lui, Magloire Kemayou, a déclaré que, en effet, Idriss Déby était un pion de la France-Afrique, comme des milliards d'Africains qui pensent la même chose. Maintenant, quand quelqu'un qui se présente comme étant une personne faisant partie du camp opposé, dit quelque chose de sensé, si Idriss Déby dit que le soleil est doré, et que quand il y a le soleil, il fait jour, ben, je ne vais pas dire qu'il fait nuit sous prétexte que c'est Idriss Déby. Je ne suis pas un sectaire comme Magloire Kemayou et les maîtres qui le payent. Voilà. Donc, en effet, il s'est opposé sur le CFA. Et d'ailleurs, récemment, il a un peu bégayé sur le franc CFA parce qu'il y a une crise financière réelle dans son pays et le franc CFA n'est plus sa préoccupation première. Mais quand un chef d'État parle de cette question, bah, c'est bien que des personnes qui risquent leur vie sur le continent, Magloire, il ne sait pas trop ce que c'est, ils se sentent soutenus par divers chefs d'État, quels qu'ils soient. Et donc, Kadhafi s'est prononcé contre le franc CFA. Roch-Marc Kaboré, le président du Burkina Faso, qui m'a reçu avec beaucoup d'amour et de fraternité dans sa maison présidentielle, est contre le franc CFA. Il y en a quelques-uns, ils sont très peu. Et je ne vais pas cracher sur un soutien sous prétexte qu'il a des bonnes relations avec Jean-Louis Le Drian. Voilà. Est-ce que vous êtes pour ou contre le métissage? Je vais être tout aussi clair que je l'ai toujours été. Je suis opposé de manière systématique au métissage industriel imposé. Du style, non, mais si tu me poses une question, je réponds. Je t'explique. Benetton, qui nous dit en gros que le métissage, c'est l'avenir du monde et que sans métissage, on ne va pas s'en sortir. C'est des conneries, ça. Le Brésil, pendant des années, a dit que c'était le pays de la démocratie raciale, le pays du brassage et du métissage. On nous montrait à la télé que Ronaldinho, Copacabana, les femmes bronzées en string, etc. Puis on disait, ah, le Brésil, c'est génial, c'est le métissage. Ben, moi, j'ai été au Brésil une fois, c'est l'un des pays où les Noirs souffrent le plus en dehors d'Afrique en termes de discrimination et d'ostracisation. D'accord ? Les ghettos qu'il y a à la Cité de Dieu, c'est pas qu'un film, c'est des réalités sociales et politiques. Le métissage, ça ne gomme pas les effets pervers de l'extrémité du néolibéralisme globalisé qui est quelque part la suprématie occidentale, comme certains l'appellent, comme l'appelait Francis Cress-Welsing. Elle parlait de white supremacy. Et donc le métissage n'est pas la solution aux problèmes ou au rapport entre les différents peuples de l'humanité. Maintenant, un individu qui rencontre une individu, une peut être noire, l'autre peut être blanc, l'un peut être noir, l'autre peut être blanche. Les rapports entre personnes individuelles, ça ne me pose aucun problème. Je suis qui pour parler de ça? Mais je refuse qu'on me dise que le métissage est la solution aux problèmes du monde parce que c'est des bullshit. Voilà, c'est tout. Et moi, j'aime la diversité. J'aime la couleur dans sa diversité.
Et si Dieu a fait toutes les couleurs, c'est pour qu'elles puissent se connaître, se comprendre, s'entendre. Et je préfère un bouquet de fleurs multicolores qu'un bouquet de fleurs Michael Jackson avec une seule couleur. Voilà, tout simplement. Mais j'ai des amis dont je suis très... Nico, il est marié une blanche, Nicolas Anelka. Je vais pas dire, ah, t'es marié une blanche, va des rétro-satanas. Je suis pas stupide. Et sa femme est une femme très bien d'ailleurs. Je parle avec des gens de différents horizons et ça ne me pose aucun problème. C'est ma mère, t'inquiète. Ok. Moi, je crois que c'était ma gloire encore. Bonjour maman. Pardon. Les enfants, tu vas les regarder comment? Ça va être des noirs ou ça va être des blancs? On est toujours sur la question du métissage. Ouais. Ça te passionne, ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des copains qui sont métis et... Non, mais moi, une bonne partie des membres de notre ONG sont métis. Ce que tu appelles métis, nous, on les appelle noirs clairs. Bob Marley, comme il disait, il était métis, mais c'était un noir. Et dans le regard de l'autre, il reste un noir. Et pourquoi tu dis pas blanc foncé? Non, parce que c'est pas comme ça que le monde les appelle et c'est pas comme ça qu'ils sont. L'histoire de l'humanité, tu regardes les noirs aux États-Unis, entre guillemets, je pense à Mojora Hashim Zinga du NBPP, du New Black Panther Party, tu regardes sa tête, c'est un métis, ce que tu appelles métis en tant que tel, mais dès que tu as des ascendances africaines, ça ressort et tu es considéré comme noir, comme nègre, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est comme ça. Et c'est pour ça que la quasi-totalité, à part ceux qui sont complètement aliénés, mais la quasi-totalité de ce que toi tu appelles métis se considère comme des noirs clairs. Va demander à Booba, le rappeur, s'il se considère comme un blanc foncé. Un blanc foncé. Il va dire que c'est un noir. Bob Marley se considérait comme un noir, et c'est ce qu'ils sont, des noirs clairs, noirs foncés. Moi, je m'en fous. En fait, le métissage, ce que tu appelles le métissage, c'est parce que le système dans lequel on vit est tellement devenu barbare qu'on est obligé de commenter le rapport entre les différents peuples en tant que tels, et on veut les mettre dans des cases. Mais un homme noir qui va avoir un enfant avec une femme blanche ou une femme noire qui aura un enfant avec un homme blanc, elle peut scander qu'elle est métisse en France, mais l'enfant dans la rue sera vu comme un noir, clair ou foncé, peu importe. Voilà, c'est tout. Je passe un bonjour à Rachel, qui est ma grande sœur et l'une des cadres de notre mouvement depuis 20 ans, qui est une journaliste, d'accord. Dis bonjour aussi à ta mère, non? C'est important, non? J'ai dit bonjour juste avant. Bon, voilà. Peut-être qu'elle me regarde en direct, je suis pas sûr. Mais à Rachel, qui est une rasta d'ailleurs, métisse, franco-congolaise, et ça me fait rire quand on parle Kémy Séba anti-métissage, s'il savait le rôle idéologique qu'avait cette grande sœur dans le combat politique qui est le mien, et je pense qu'elle rirait, elle rirait beaucoup. Elle rirait en tout cas. La religion. La religion, c'est un domaine global qui me passionne beaucoup. Je suis quelqu'un de profondément spirituel. J'ai commencé, c'est mon identité, mon ADN politique. J'ai commencé via la Nation of Islam, qui est une organisation qui a fait connaître Mohamed Ali, qui a fait connaître Malcolm X, qui a fait connaître Farrakhan. La personne qui m'a influencé dans ce mouvement, qui a été ma source d'inspiration pendant des années, même si aujourd'hui, en vieillissant, je nuance certaines positions qu'il avait, mais que j'aime profondément, qui est mon grand frère, c'était le docteur Khalid Abdul Mohamed, qui était l'ancien porte-parole de la Nation of Islam, qui a été expulsé, interdit pour des propos trop subversifs sur l'oligarchie juive aux États-Unis. Et après la Nation of Islam, je suis rentré dans une autre branche d'un même arbre. Il faut comprendre une chose quand on parle de la conscience noire, c'est que le panafricanisme, c'est un tronc d'arbre qui a plusieurs branches. Et toutes les branches, quelque part, se recoupent d'une façon ou d'une autre. C'est un arbre avec des branches serrées, on va dire. Et tu peux être sur une branche et retrouver rapidement une autre branche tout en restant dans le même espace. Donc en quittant la Nation of Islam, je me suis passionné pour la philosophie de ce que l'on appelle l'afrocentricité, le kémitisme, certains appellent ça pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, mais en réalité c'est l'afrocentricité, telle que promue par M. Karanga ou Mole Fekete Asante, surtout chez Anta Diop. Ça a été la période Tribuka. Et puis, le retour en Afrique m'a permis de faire une synthèse de tout ça et de comprendre la racine réelle des choses. Et j'ai trouvé ça dans la tradition africaine. Dans mon pays, on parle du vaudou en tant que tel, qui est pour moi la tradition primordiale dans son acception ouest-africaine en tant que telle. Tribal. Tribal, je ne sais pas ce que ça veut dire tribal. En fait, on pense... Archaïque. Non, archaïque, ça c'est Lévi Brûle qui aurait dit ça. Mais en fait, j'ai trouvé un équilibre dans cette racine, dans nos villages, avec les tradis praticiens,
Avant, c'était beaucoup plus du reconstructionnisme idéologique de personnes issues de la diaspora, comme les Molefik Assanté et autres que je citais. Mais être au contact des gardiens de la tradition en Afrique m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais étudié avant, en réalité, il y avait des parcelles de vérité dans tout ça. C'est pour ça que je te parlais de branches tout à l'heure. Et l'Afrique m'a permis de compléter le cercle. Donc aujourd'hui, je me considère comme traditionnaliste africain, passionné de métaphysique. Et celui qui se passionne de métaphysique, il va trouver des choses qui sont intéressantes partout. Donc, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le Kebra Negas des Rastafari, que ce soit dans des tas de choses, moi je vois une présence similaire sur bon nombre de points. Question d'Internet. Pourquoi l'islam est-il le plus légitime dans le mouvement panafricain plutôt que le rastafarisme? C'est pas vrai. Le rastafarisme est plus légitime dans le mouvement panafricain que l'islam. Le rastafarisme a été un support doctrinal extrêmement puissant. Et je passe le bonjour à Père et Mère Dja, qui sont des monuments du panafricanisme francophone, qui sont mes deuxièmes parents. Ça a été un ciment du panafricanisme en tant que tel. Marcus Garvey, qui est l'un des géants, des pères fondateurs du panafricanisme, est considéré comme un prophète par le rastafarisme, pour que tu comprennes un petit peu les choses. Et l'islam, après, est une religion qui, dans son acception métaphysique et intellectuelle, s'opposait d'une façon ou d'une autre à l'idéologie dominante occidentale, au consumérisme, au matérialisme. Quand je dis ça, il ne faut pas regarder ce qui se passe en Arabie Saoudite ou au Qatar, sinon on va avoir une autre vision. Et donc du coup, bon nombre d'afro-descendants se sont convertis à l'islam. D'autres, moi-même je suis passé par là, par cette école, pour après aller vers la racine du continent africain, qui est la tradition africaine. En Afrique, bon nombre aussi sont passés par ce biais-là, certains par la colonisation ou par l'esclavagisme, parce qu'il faut aussi le dire. Et donc, non, l'islam n'est pas plus validé dans le panafricanisme que le rastafarisme. Maintenant, le panafricanisme, c'est l'unité des différentes formes aussi d'africanité. Donc moi, je ne suis pas un sectaire, et donc je pense qu'il faut de tout dans le panafricanisme, mais j'estime qu'il faut un retour réel à la racine, quelles que soient les écoles de pensée des gens. Les racines du type un islam rigoriste prêché par l'Arabie Saoudite. Non, t'as pas compris en fait ce que j'ai dit. J'ai peut-être mal exprimé. Que tu sois, si tu veux, pour te rendre heureux, je veux dire, je me suis mal exprimé. Mais je dis que, quelles que soient les tendances spirituelles ou religieuses des gens, il est nécessaire, dans la dimension panafricaniste, de revenir à la racine. Parce qu'on est le peuple qui a été le plus sorti de lui-même, de sa propre ontologie. C'est une réalité. Et donc, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman ou autre, il est nécessaire d'étudier notre tradition. C'est important. Moi, j'ai décidé de rentrer complètement dans la tradition et de tirer les expériences que j'avais étudiées au sein de la Nation of Islam ou au sein de l'afrocentricité. Et ça me sert encore aujourd'hui dans mon logiciel doctrinal. Mais j'ai eu besoin, moi, de retourner à cette tradition-là, à cette racine, d'être avec les anciens au village. C'est pour ça que j'y suis très souvent. Le verset du trône, ça te parle ? Le verset du trône, oui, ça me parle vaguement, mais là, tu restes dans l'islam. Ouais, mais pas moi. Question d'Internet. Quelle doit être la relation entre religion et la souveraineté ? Une relation apaisée et une relation où on comprend. C'est pour ça que j'aime beaucoup René Guénon, parce qu'il dit qu'il y a une tradition primordiale qui est le ciment de toutes les tendances religieuses et spirituelles du monde. Moi, je crois profondément à cette tradition primordiale. J'en parlais beaucoup d'ailleurs avec le philosophe russe Alexandre Douguine. À la différence que lui pense que le ciment de la tradition primordiale, c'est l'Eurasie. Moi, je pense que c'est l'Afrique, mais je respecte son point de vue comme il respecte le mien, et ça n'empêche pas notre fraternité. Et je pense que comprendre l'essence de la tradition primordiale d'un point de vue métaphysique, ça permettra, en tout cas en Afrique, d'éviter beaucoup de tensions religieuses, même si les tensions religieuses sont beaucoup moins présentes sur le continent, à part quand c'est exalté et instrumentalisé par l'armée française comme en Centrafrique, beaucoup moins présente sur le continent que, par exemple, en France. Alors, question d'Internet, fait-il partie d'une quelconque société privée, cercle d'influence ? Moi, non. Je suis combattu par beaucoup de sociétés privées et cercles d'influence. La seule société que je connais, c'est celle du peuple, c'est la rue. Et c'est la seule qui me valide. Et je suis très combattu par toutes ces élites-là, parce que je les combats aussi et que je ne ménage pas mes coups. Comment est financé ? Ils auraient dû poser cette question à Magloire, parce que peut-être il avait des choses à te dire sur les sociétés privées. On va peut-être vous inviter tous les deux. Non, moi je le veux sur TV5, sur son terrain. Comment est financé votre ONG ? Par des footballeurs, par des artistes. À hauteur de combien ? Quel budget par an ? Combien d'employés ? Je vais te dire, je sais pas, on n'est pas au commissariat. Mais je vais te dire simplement que
on reçoit beaucoup de soutien parce que notre combat politique touche beaucoup, beaucoup. Ils se rendent compte. Moi, j'ai commencé en 99, et à l'époque, j'étais complètement inaudible. Et il y a une période où c'est passé dans un total autre excès, où on est devenu extrêmement écouté sur le continent africain et dans la diaspora. Et les footballeurs, tout le monde n'est pas bête dans le milieu du football, comme tout le monde n'est pas bête dans le monde de manière générale. Il y a des gens qui réfléchissent. Et ils ont vu ça, ça parle avec le cœur. Et donc, il y a beaucoup de footballeurs qui jouent en Europe, dans des gros clubs, parfois, et qui soutiennent notre combat politique, qui donnent des gros chèques, parfois. Et ça me touche. Le budget, à hauteur de combien par an? Je ne peux pas te le dire, mais il nous permet de fonctionner. Votre salaire, c'est combien? Mon salaire, je vais te dire très clairement les choses. Moi, je travaille à la télévision. Mon premier salaire, c'est celui de chroniqueur politique. Après... En euros? Je ne vais pas te le dire, mais je me débrouille. Et ça va. Et là, par rapport à l'ONG, ça fait à peine 1 an que je suis maintenant à plein temps à côté du travail à la télévision. Et je gagne bien ma vie normalement. Pour un Africain, on va dire que je suis de la classe moyenne. Si classe moyenne il y a en Afrique. Mais ça va. Ça me permet de voyager partout, en tout cas. Dans tous les pays. Alors, question, est-ce qu'il peut parler un peu de l'Orient et de l'Occident? Il a cité René Guénon, qui a écrit dessus. Ah ouais, très bien, je peux en parler des heures. Après, je ne sais pas si c'est le sujet principal de notre combat politique, mais pour moi, l'Occident et l'Orient, ce ne sont pas que des zones géographiques, ce sont aussi des espaces et des réalités métaphysiques. Une qui est le monde du matérialisme et du consumérisme le plus absolu. Et une autre, et c'est pour ça que je te dis que c'est pas géographique, parce que tu vas au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a le consumérisme aussi, il y a tout, il y a le matérialisme le plus absolu, le plus clinquant, il suffit que tu ailles au Qatar ou en Arabie Saoudite, tu vois ça. Mais, et de l'autre côté, quand on parle de l'Orient, il y a une vision de beaucoup plus entendre et comprendre, sonder l'invisible et sonder le métaphysique. Et donc, je n'apprécie pas cette dichotomie ou cette démarche bicéphale parce qu'on oppose 2 mondes alors qu'en réalité le monde est plus complexe. Je ne les appellerai pas Orient ou Occident, mais je les appellerai plutôt société traditionnelle contre société moderne. Et les sociétés modernes aujourd'hui qui sont symbolisées par l'oligarchie d'Occident sont en train elles-mêmes de rendre malade leur propre population. Parce que tu vas dans les villages chez vous en France, moi j'ai vécu 14 ans de ma vie dans les villages. C'est d'ailleurs là où j'ai connu un petit peu j'ai compris que c'était pas facile d'être noir quand t'es enfant. Mais bon, on va pas revenir sur cet épisode-là. Et ils souffrent du consumérisme aussi parce qu'ils ont un rapport à la terre, ils ont un rapport au monde dans les campagnes qui n'est pas le même que dans les grandes villes de France ou d'Occident. Bien de manière encore plus prononcée, pour revenir à l'Afrique, parce que c'est mon sujet de prédilection, il se trouve que le rapport qu'on a à la terre, le rapport qu'on a à la nature, à l'invisible, au monde, n'est pas le même que dans les sociétés dites modernes en tant que telles. Et donc, l'opposition Occident-Orient, j'aime pas trop les appeler ainsi, parce que ça peut tromper. Quand on dit ça, on a l'impression que l'Orient, ça serait les sociétés traditionnelles, et l'Occident, les sociétés modernes. Or, la modernité a colonisé l'humanité dans sa globalité, à différents niveaux et à différents degrés. Mais je parle beaucoup plus de sociétés traditionnelles et de sociétés modernes. L'Aquarius, ça vous parle? Ça me parle. Moi, il y en a qui se battent pour défendre la migration. Moi, je pense que la migration saigne notre continent. Et que notre peuple, c'est quelque chose que je dis tout le temps quand je suis au contact des miens dans les villages ou dans les grandes capitales en Afrique, francophone ou même dans la diaspora, je dis que mieux vaut risquer nos vies en luttant contre les bourreaux et nos dictateurs à la tête de nos États, mieux vaut risquer nos vies sur le continent, comme nous on essaye de le faire, que risquer sa vie pour traverser la Méditerranée et finir esclave dans le sud de l'Italie, travailler sous la volonté des multinationales occidentales, en dessous du seuil de pauvreté, quelque part, d'accord, par le processus du dumping social. Donc moi je fais partie des gens qui pensent que j'aimerais profondément, et je me bats pour ça, pour que les nôtres restent sur le continent. On a beaucoup de campagnes de sensibilisation sur ce terrain-là. Alors Magloire Kemayeux va dire « Ah, c'est vilain parce qu'il ne veut pas que les Africains émigrent, peut-être ». Mais dans la réalité des faits, on a déjà été saigné par l'esclavage, on a été saigné par la colonisation, parce qu'il y avait des traîtres aussi chez nous qui ont contribué à ça, disons-le clairement. Et bien pour moi, aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'il y a les multinationales occidentales qui se mettent d'accord avec les oligarchies chez nous, d'accord, et qui prennent de la même façon, sauf que cette fois-ci, ça donne une sensation de volontariat, mais le loupen prolétariat de chez nous, pour qu'il aille travailler en Occident. Ça crée quoi? Des tensions communautaires, parce que les nôtres, lorsqu'ils viennent avec un autre schéma civilisationnel chez vous, déjà, dans vos pays, il n'y a pas de boulot,
pour les populations autochtones. D'autres viennent pensant qu'ils vont connaître l'Eldorado, ils connaissent l'enfer. Il y a des tensions qui peuvent être évitables et qui ne sont présentes que parce que l'oligarchie occidentale et l'oligarchie africaine sont en concubinage pour justement se faire le maximum de blé. L'Aquarius, tu sais, c'est un bateau c'est la réponse que je viens de te donner. Qui vient sauver des gens. C'est bien, c'est pas bien. Qui vient sauver? C'est qui dit sauver? Ils sont en train de boire la tasse quand même. Non, le sauvetage, il ne se situe pas là. Le sauvetage, il se situe sur le terrain de la justice sociale. La question, c'est pas parce qu'ils sont dans la mer, des babtous qui se donnent bonne conscience, qui viennent te dire « Allez, je viens de sauver Mamadou, t'es en train de te noyer, viens, je vais te donner le bonheur là-bas. » C'est un petit peu comme l'arche de Zoé qui venait kidnapper des enfants, qui disait « On vient sauver des enfants. » Moi, l'Aquarius, je vais te dire clairement les choses, j'en ai strictement rien à foutre. Ok? Comme ça te permet de comprendre ce que je pense. Le vrai problème, si l'Aquarius veut aider les Africains, qu'ils nous soutiennent dans notre démarche d'autodétermination vis-à-vis du néocolonialisme occidental, du néocolonialisme français et vis-à-vis des criminels que sont nos présidents à la tête de nos États. C'est ça que l'Aquarius devrait faire pour nous aider. Pas prendre ces gens et les ramener ailleurs que chez eux, alors qu'ils peuvent contribuer à nous permettre de nous enraciner et de lutter solidement comme nous on le fait sur le continent africain. Donc moi, désolé pour ce discours politiquement incorrect, mais là, l'Aquarius, j'en ai strictement rien à cirer. Et il charme la bien-pensance française ou occidentale, mais j'en ai rien à foutre, moi, de l'Aquarius, très clairement. Il veut simplement sauver des gens. Non, qui sauve déjà les leurs. Il y a beaucoup d'SDF en France. Je ne comprends pas pourquoi l'Aquarius n'essaie pas de sauver déjà les SDF français qui meurent en hiver sous moins 5 degrés. Ouais, ils ne sont pas en Méditerranée. Non, mais l'Aquarius, c'est des Français, non? C'est multinationalité. Ah d'accord, européenne. Mais il y a assez de gens qui meurent en France ou en Occident qui s'en occupent et que nous, on s'occupe des nôtres. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On va passer à la suite. Toute la suite que tu veux. Tant que je suis ici, je peux. On était à la journée de la diplomatie et à un moment, il y a eu une esclandre dans le public à propos du Gabon. Qu'est-ce qui se passe au Gabon en ce moment? Au Gabon, qu'est-ce qui se passe? La question est très vaste. Est-ce qu'il y a beaucoup de au choses niveau des présidentielles? Non, au Gabon, il y a Ali Bongo qui est dans le coma. Alors le fils de quelqu'un qui a pillé le pays pendant très très longtemps déjà et qui arrive, qui prend le pouvoir avec des élections truquées et qui... C'est quoi vos sources? Nos sources, il faut se renseigner un minimum. Tout le monde sait qu'il y a eu des irrégularités. Moi, je suis journaliste politique, il y a eu des irrégularités lors des élections. L'Union africaine a constaté qu'il y avait des irrégularités, tout le monde l'a vu. Donc voilà. Ça ne veut pas dire que Jean Ping est meilleur. Hein. Jean Ping était quelqu'un qui a bu à la mamelle du bongoïsme pendant des années. Et qui, lorsque le père est mort, parce qu'il le considérait un peu comme son père aussi, Omar Bongo, il s'est dit que c'était pas à Ali Bongo de prendre le pouvoir, c'était à lui. Alors il paraît un peu plus légitime parce qu'il n'a pas le nom Bongo, mais pour moi c'est la même racaille, tous ces gens-là. Je le dis comme je le pense, et je rêve, et je me bats, je travaille avec beaucoup de militants locaux, pour que de la société civile émerge un nouveau leadership d'hommes ou de femmes qui permettront aux populations locales de s'autodéterminer. C'est mon seul souhait. Kerry James, ça vous parle? Ça ne m'intéresse pas. C'est un fantasme chez vous en Afrique, c'est pas notre sujet. Non, je parle pas en Afrique. Il m'intéresse pas. C'est tout? Il m'intéresse vraiment pas. Il fait du rap. J'ai vu qu'il était en mode Che Guevara dans ses clips de rap. Je suis arrivé il y a 2 jours. J'ai vu... j'étais en train de regarder, je crois que c'était au Calme, je sais plus quoi, ou MTV la nuit là. Non, c'était à l'aéroport, excuse-moi. Et j'ai vu qu'il passait un clip où il était habillé en Black Panther, etc. Moi, mon combat n'est pas un clip. C'est tout ce que j'ai à dire. Question d'Internet. Est-ce que les Blancs occidentaux doivent continuer à monter des projets de développement en Afrique? Confrontation big ONG, indépendant vrai humanitaire. Que les Blancs humanitaires essayent d'aider le prolétariat français et occidental qui souffre profondément, qui est dans des conditions extrêmement délétères. Et le meilleur service qu'ils puissent nous rendre, c'est qu'ils laissent les Africains se débrouiller eux-mêmes. Question d'Internet. Envisage-t-il une convergence des luttes entre le populisme européen et les mouvements panafricains? Moi, la convergence des luttes, je pense que c'est la banane du siècle. C'est un mot qui est à la mode en banlieue, puisque les communistes et les marxistes, ils ont un petit peu matrixé la rue en Occident. Et donc on dit non, avant de penser noir ou avant de penser arabe, pense à classe sociale, banlieue qui va s'allier avec les campagnes, etc. Moi, c'est pas mon logiciel. Mon logiciel, c'est que chaque peuple essaie de s'organiser pour son autodétermination. Et si on peut se lier et rentrer en solidarité face à un adversaire politique commun, on le fait. Et donc, si convergence de lutte il y a, c'est au niveau des peuples. C'est au niveau des résistances populaires, au niveau des résistances des peuples, pas au niveau micro,
entre la CGT ou les Gilets jaunes qui vont s'allier à la banlieue, etc., et tout ce qui s'ensuit. Moi, je crois que c'est une banane. Et que malheureusement, dans nos banlieues en France, beaucoup de gens se sont trop longtemps laissés matrixer par une idéologie, comment je vais la présenter, j'ai envie de la présenter avec les bons termes. Une idéologie spéculative, mortifère et athée que constitue à mes yeux, que ce soit le communisme ou le socialisme. Alors certains qui ont 20 ans ou 30 ans de retard ou 40 ans de retard au sein de nos populations se revendiquent du communisme ou du marxisme parce que, en effet, durant la période des indépendances, le marxisme et le communisme des années 60, il y avait un logiciel de souverainisme, d'autodétermination, excuse-moi, réel. Mais il y a une réalité que l'on constate aujourd'hui, c'est que depuis l'effondrement du mur de Berlin, le communisme aujourd'hui est rentré complètement dans le logiciel du globalisme néolibéral de manière générale, même s'il est contre un néolibéralisme économique, il est pour un néolibéralisme sociétal. Et nos populations africaines n'ont pas à être confrontées, n'ont pas à s'adapter, que ce soit à ce libéralisme, à ce socialisme ou à ce communisme. Il faut qu'on se réinvente nous-mêmes. Et je reprends le logiciel de Julius Nyerere qui parlait d'une nécessité d'un socialisme endogène et pas avoir besoin, pour paraître intelligent, de se revendiquer de Karl Marx qui n'a jamais vécu nos réalités. Alors, autre question d'Internet. Est-ce que séparer l'Afrique et l'Europe, c'est sectariser? Y a-t-il une certaine échelle de sectorisation nécessaire? Non, mais de toute façon, géographiquement, on est séparés, mon frère. Donc, à moins qu'ils veulent faire sur la même terre, hein, quand même. Ouais, mais il y a la Méditerranée qui nous sépare. C'est toi qui as dit il y a quelques secondes qu'il y avait certains êtres humains qui se noyaient dedans. Donc c'est qu'il y a une séparation. Et géographique réelle. Et maintenant, ensuite, l'Afrique et l'Europe, c'est pas moi qui ai décidé d'appeler ces continents différemment. Hein. Donc la séparation, elle existait avant ma naissance en 1981. Maintenant, je dis simplement que je pense qu'on a vu ce que ça a donné la relation France-Afrique et que quand on voit qu'il y a une sodomie continuelle, sans pansement qui est effectuée, il arrive un moment où il faut qu'on serre les fesses, tout simplement. Je te parle avec poésie. Avec une poignée de gravier, quoi. Ouais, si tu veux. Question Internet. Thomas Sankara est-il une inspiration pour lui? Prendre un pays et mettre en place sa vision des choses? C'est un grand frère que j'aime profondément, que j'aime infiniment. Et il fait partie des raisons pour lesquelles... Il s'est fait dézinguer. On va tous mourir. Hein. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils ont trop collé leur petite, comme on dit dans le morceau. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils ont mangé trop de cheeseburgers. Il y en a qui vont mourir parce que lors d'un jogging, ils vont faire une crise cardiaque. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils seront rafalés. Moi, je vis avec la constante des menaces de mort depuis de nombreuses années. Par qui? Par des gens, ils vont pas dire je m'appelle Jérôme Duchemin et j'habite 9 rue de Pradelle, mais par des gens de toute tendance, des personnes qui n'aiment pas ce que je dis sur le néocolonialisme français et qui trouvent que je suis dangereux pour les relations entre oligarchie française et Afrique de manière générale. Il faut aussi comprendre qu'il y a aussi des Africains qui ne veulent pas, vous en avez interviewé un la dernière fois, qui ne veulent pas une cessation de relations entre la France et l'Afrique. Il y en a qui ne veulent pas que le maître cesse de diriger la plantation. Ben moi, je veux brûler la plantation. Et quand on aura brûlé la plantation, et ça va venir, c'est pas un problème de noir contre blanc, c'est un problème de prolétariat mondial contre une élite apatride. Et ben quand ça va venir, on pourra se parler de peuple à peuple avec fraternité. Et les choses se feront beaucoup plus simplement. Fait-il une différence entre Afrique noire et Maghreb? Je ne fais pas la différence, moi. Mais par contre, au Maghreb, ils font beaucoup la différence avec l'Afrique noire. Alors, il ne faut pas essentialiser. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des gens, j'en connais, parce que j'ai fait tous ces pays aussi, dans le cadre de meetings sur le panafricanisme. Je connais des militants panafricanistes maghrébins qui sont très peu nombreux, qui sont trop discrets à mon sens, et qui ne se font pas assez entendre. Mais je connais aussi une négrophobie structurelle qui existe dans les pays du Maghreb et dans le monde arabe depuis très longtemps. Et dire cela ne se fait pas de moi un anti-arabe, mais je crois qu'on a le droit de le dire. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui, sous prétexte qu'ils sont dans une chapelle idéologique, ont peur de prononcer les choses. Moi, je suis un homme libre. Il y a du racisme dans le Maghreb. Il y a du racisme dans le monde arabe. Il y a du racisme partout. Mais déjà, le noir ne s'aime pas lui-même. Donc, quand on ne s'aime pas soi-même, parfois, il ne faut pas se plaindre trop que les autres ne nous aiment pas. Et je dis toujours aux nôtres qui émigrent dans ces régions-là que le jour où on se relèvera et qu'on ne sera pas la serpillière de l'humanité,
les gens vont nous respecter, voire nous craindre. Mais c'est à nous d'effectuer le premier travail. Et je reviens à ce que je te disais au départ, une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Donc, je ne fais pas partie des gens qui disent « Oh, des victimisés au Maghreb », je dis aux nôtres, retroussons-nous les manches, autodéterminons nos pays, faisons de nos pays des puissances. Il y a quelques années, la Chine était moquée de tout le monde. L'Inde était moquée de tout le monde. Moi, je me souviens dans la street, on disait l'Inde, c'est les Indiens, quand on les voyait à Gare du Nord ou autres, on les appelait les pac-pac ou les vendeurs de marrons. On les appelait les Apu des Simpsons. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance qui a la bombe nucléaire. Ce n'est pas le cas de l'Afrique. Donc je pense qu'il faut prendre en humilité, arrêter de se plaindre que tout le monde ne nous aime pas et commencer à faire en sorte qu'on s'aime nous-mêmes et qu'on s'organise nous-mêmes. Mais quand tu as des gens qui ont peur, lorsqu'on parle de solidarité africaine ou de solidarité noire, qui ont peur d'être taxés de communautaristes, qui disent qu'avant d'être noirs ou avant d'être africains, ils sont des êtres humains, ben la défaite, elle a déjà commencé là. Et ils se reconnaîtront. Et c'est ça le problème, en réalité. Alors, que pense-t-il du Libéria? De quel Libéria? Il y a plusieurs Libérias. Libéria de George Weah, le Libéria de quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la question? Question internet, posée comme ça. Ah, ben, La démographie au Libéria. je ne suis pas démographe, faut appeler, comment il s'appelle? L'Afrique va être un des continents avec un taux de démographie le plus important. Tout à fait. Comment ça va se passer? On est passé de Libéria à la démographie de l'Afrique, t'es sûr de toi? Ouais, ça fait un petit peu Parce que si tu veux que je revienne sur l'Afrique, parce que je comprends la question qui sous-tend sa question trop vague. Merci. Je salue ce camarade, quel qu'il soit. Il veut parler du fait que l'expérience peut-être du Libéria au départ était malheureuse, quand des esclaves afro-américains sont descendus au Libéria. Exactement. Oui, mais il faut parler aussi de la manière dont les rapports et les tensions ont été instrumentalisés par l'oligarchie britannique dans cette zone. Parce que je vais te donner un autre exemple. Moi, je suis issu du Bénin. Au Bénin, il y a des esclaves, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais des esclaves afro-brésiliens qui sont revenus au Bénin. Il n'y a jamais eu de guerre entre les esclaves afro-brésiliens, moi j'en ai même dans ma famille, d'accord, qui sont revenus au Bénin, et les personnes et les populations locales. Il n'y a jamais eu de guerre. Il y a pu avoir des périodes où chacun se regardait en chien de faïence, etc. Mais aujourd'hui, tu vas, d'ailleurs, le président de ce pays-là, ce n'est pas un esclave afro-brésilien, mais c'est quelqu'un qui est issu, je crois, de la diaspora, Patrice Talon, il est président de la République du Bénin. Donc l'histoire selon laquelle les esclaves, qui est entre guillemets africains, qui rentreraient en Afrique, ça ne pourrait pas fonctionner avec les populations locales, c'est des bullshit. C'est qu'il y a un exemple qui a été créé via ce pays, et tout a été fait pour que ça échoue, pour donner la sensation que c'était impossible. Mais il y a des tas d'autres pays où on voit que c'est possible. Je vais demander qu'on descende un peu les questions. Est-ce que tu peux Et tu salues tous les internautes. Ouais, on est actuellement en direct avec combien de personnes là? Je vois pas les gars. 3708. Quels sont les intellectuels hors de la mêlée dont tu te réclames? Hors de la mêlée. Ce qui signifie de manière plus claire. C'est quoi hors de la mêlée? Hors des sentiers battus, hors du groupe classique. Déjà, il faudrait définir le groupe. Je suis un relou, hein, je te précise. Pas remarqué. C'est quoi, pas plus que toi, je pense, mais c'est quoi le groupe classique? Je comprends pas en fait ta question. Bon, les intellectuels qui te font vibrer, qui ont marqué ton chemin, ça doit ont marqué mon chemin. Bon, déjà, pas mainstream. Déjà, j'aime pas l'appellation intellectuelle. En tout cas, en Afrique, c'est trop souvent synonyme de traître, de vassal de l'extérieur. Donc, on a du mal avec cette appellation. On pense plus à quelqu'un qui réfléchit de manière générale, et c'est pas limité à l'acception d'intellectuels, qui bien souvent sont élevés dans la bien-pensance occidentale, mais pas dans la réalité africaine. Moi, très clairement, il y a quelqu'un, je le dis, hein, qui a beaucoup marqué mon cher Anta Diop, évidemment, qui est un historien, un scientifique africain et un penseur africain aussi, qui a beaucoup marqué mon passage politique et mon parcours politique, clairement. Khalid Abdul Mohamed est ma source prioritaire d'inspiration. Même si en vieillissant je peux avoir des nuances sur un certain nombre de points. Nietzsche, qui comme tu l'as vu n'est pas trop de ma couleur de peau, est quelqu'un qui m'a profondément marqué. Ainsi parlait Zarathustra, c'est un livre qui m'a traumatisé. Et Nanté-Christ aussi, j'ai beaucoup apprécié. C'est quelqu'un qui m'a marqué dans son rapport à l'être humain, dans son rapport aux dogmes établis par la bien-pensance et la volonté de les transcender. Et ce sens, cette compréhension de la force, la nécessité de la force, c'est quelque chose qui me parle beaucoup depuis toujours. Et d'ailleurs, quand je dis ils ont voulu me noyer, ils m'ont appris l'apnée, je pense que c'est une variante de ce qui ne tue pas rend plus fort en réalité. Autre penseur qui
Amadou Ampateba m'a profondément marqué aussi. Après, moi, la plupart du temps, les penseurs, ce sont des leaders politiques. C'est eux qui m'ont marqué. Et là, la liste est très longue. Je pourrais te parler je peux pas te parler de Thomas Sankara, je peux te parler de Ruben Oumniobé, je peux te parler de Patrice Lumumba, qui m'ont profondément marqué, de Kwame Nkrumah, de Marcus Garvey, très clairement. Et voilà. En termes de penseurs, je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a des personnalités politiques qui m'ont beaucoup touché, qui n'étaient pas forcément noirs, mais dans leur volonté de briser les codes. Un mec comme Pim Fortuyn, qui pourtant est loin d'être dans mon camp politique, qui serait, s'il était vivant, un adversaire, le leader nationaliste néerlandais, qui n'aimait pas trop les gens qui venaient, les immigrés ou autres. Hein. Donc la question n'est pas d'être d'accord ou pas sur le fond, mais il a fait sauter les verrous de la bien-pensance. Et moi, j'aime bien les mecs qui font sauter les verrous de la bien-pensance. Il était assassiné en 2002, je crois, un an après Khalid Abdul Mohamed, qui lui est décédé officiellement d'une rupture d'anévrisme. Et c'est un blanc pur jus, mais je n'étais pas d'accord avec ses idées, mais j'aimais sa façon de communiquer. Thug Life, ça veut dire quoi? Ah, ça, là, tu as parlé de l'acronyme de ma vie. La haine que tu insères dans l'esprit d'un petit enfant pourra détruire n'importe qui. The hate, j'aime pas parler en anglais parce que mon anglais n'est pas bon, même si je le comprends parfaitement. Pas de problème ici. Hein. Non mais bref, ça va être vu par d'autres qui n'auront pas ta tolérance. Donc je te l'ai traduit en français. C'est la devise de Tupac qui a été... Là, tout à l'heure, tu as parlé d'un rappeur qui ne m'intéresse pas trop, mais Tupac, par contre, m'intéresse profondément. Parce que sa réalité, c'était une réalité réelle du Black Panther Party, réelle. Et la vie de Tupac, ça a été le parapluie, moi, de ma vie. Quand je suis arrivé, j'ai vécu 14 ans, comme je te le disais, en province, où j'ai connu une négrophobie que tu ne peux pas imaginer. Parce que comme dirait Booba, qui est un capitaliste, un consumériste, que je combats totalement, hein, mais rapologiquement, je trouve meilleur que les autres, qui disait, à l'époque où les Noirs n'étaient pas à la mode, c'est une réalité, dans les années 80, les Noirs n'étaient pas à la mode, bien que je condamne profondément son consumérisme et son capitalisme, je le précise. Et j'ai morflé durant ces 14 premières années, comme peu de Noirs en région parisienne ont morflé. Et quand je suis arrivé à 15 ans en banlieue parisienne, pour moi, les contrôles de flics, je suis arrivé avec ma mère seule, parce que mes parents étaient éloignés géographiquement, voilà, pour diverses raisons, je ne rentre pas dans trop de détails. Et mère seule en banlieue parisienne, quand tu arrives, c'est autre chose, c'est un autre truc. Et j'avais un autre rapport à la vie, donc les brutalités policières, je les ai vécues, je les ai connues, les contrôles de police quand t'es jeune noir en région parisienne, alors qu'à la base, moi je suis issu d'une ascendance, mon père est médecin, qui a été ruiné très rapidement, donc il n'a jamais eu la vie d'un médecin normal, parce qu'il a ouvert un cabinet quand il était jeune, dans une campagne en France où être noir n'était pas à la mode. Il a eu une faillite complète, et il a mis je ne sais pas combien d'années pour revenir sur ses frais, alors qu'il avait tellement étudié. Donc on n'a jamais vécu comme les fils de médecins qu'on aurait dû, en tout cas le statut qu'on aurait dû avoir, pas grave. Et quand après, en plus, tu es séparé de ton père, tu vis qu'avec ta mère dans cette région, c'est pas simple. Et Tupac a été mon parapluie. Elle faisait quoi? Ma mère était infirmière. Elle était infirmière, elle travaillait la nuit, elle travaillait le jour pour qu'on soit bien. Elle a commencé, elle a été infirmière au milieu de sa vie, voire le dernier tiers de sa vie, parce qu'au départ, elle était femme de ménage, mais c'est quelqu'un qui en voulait. Donc elle a étudié, elle a gravi les échelons au fur et à mesure. En France? Elle a commencé... ouais, ça c'est en France, c'est mon père qui a commencé ses études en Afrique. Et donc pour revenir à Tupac, c'était le parapluie de mon âme, jusqu'à aujourd'hui, c'est un homme que j'aime profondément. Profondément. Et sa musique m'a touché. Moi, le rap français me saoule, en fait. Redis-moi ce que ça veut dire, Thug Life. La haine que vous insérez dans la tête ou dans l'esprit des petits-enfants peut détruire n'importe qui. The hate that you gave to little infants can fuck everybody. Perfect. Véritable French accent. Désolé. Hein? Véritable French accent. Ouais, désolé. Tu vois, c'est la mondialisation qui fait ça. On te reproche souvent
de parler avec haine, violence. Est-ce que tu penses que tu mêles de la haine et de la violence dans la tête des jeunes blacks? C'est pas, on me reproche souvent, c'est la bien-pensance française et africaine dit ça. Mais en Afrique, tu sais, ce qui est marrant, c'est que je fais des débats politiques je pense, de haute volée avec toutes sortes de personnalités politiques. Tu tapes Kémy Séba, grand rendez-vous, tu auras 3/4 du temps des bons trucs, ou Vox Africa, etc. Ou Afrique Média. Et on m'accuse pas de ça. Tout le monde sait que j'ai un discours intelligible en Afrique. C'est-à-dire que limite en Afrique, on me voit comme un intellectuel. Mais en Occident, l'élite occidentale ou les nègres qui mangent dans sa main vont te dire que je suis un mec qui appelle à la violence et au suprémacisme. Mais en fait, je vais te dire un truc très sincèrement, je m'en fous complètement. Et je reprends l'exemple de Louis Kemayou. La vidéo... Je vais finir par croire que vous avez une liaison. Ouais, non, c'est pas les mon fesses, type. poteau. Non, c'est pas mon type. Pas de problème. Moi, je les préfère grands avec un crâne chauve. Comme Macron. Continuons. Donc, Eh bien, membré alors, si c'est comme Macron. Mais continuons, vas-y, je t'écoute. Si, avec tes conneries, tu m'as fait perdre le c'est fil. pas des conneries, c'est des vérités. De quoi, Macron? Bref, vas-y. Ouais, c'est intéressant. Non, je pense que t'es plus au courant que moi, tu vis ici, pas moi. Non, ça nous intéresse. Mais comme t'aimes le politiquement correct, peut-être. La façon dont tu as t'exprimé, ou la vidéo sur Kemayou, nègre de maison, nègre des champs, imagine qu'il y a un gamin qui comprend pas la figure et qui plante Kemayou parce qu'il pense que c'est un traître, et ainsi de suite. Franchement, les mecs, on vit dans un pays où l'élite de ce pays bombarde des pays et les assassine. Et on vient me parler, moi, du risque que j'agresse des gens. En 20 ans, frère, à part un policier qui a été bousculé rapidement par moi, jamais mes militants. Et un journaliste qui a été goumé, un pote à Bernard-Henri Lévy, parce qu'il avait raconté n'importe quoi, et donc il a goûté ma bague. En dehors de lui, jamais eu d'acte de violence. Mon discours n'a jamais entraîné des violences. Ça, c'est la criminalisation d'un discours qui dérange. Comme je te l'ai dit, je reçois prix sur prix sur le continent africain. En France, je suis ostracisé au rôle de l'extrémiste noir. On préfère les rappeurs qui jouent les Che Guevara, eux, ils passent dans le Figaro, TF1, tout ça. Mais moi, je suis fiché à la section antiterroriste. Ça, c'est la réalité. Mais c'est pas vrai. Mon discours, il est beaucoup plus intelligible pour celui qui prend la peine de l'étudier, et il est beaucoup plus, comment dirais-je, il est beaucoup plus transidentitaire qu'on ne veut le croire. Mon discours s'adapte en réalité à tous les peuples. Et tous ceux qui ont des coronesses, qui ont le pantalon chargé, ou les femmes qui ont les reins solides, elles savent, ou ils savent de quoi je parle. Mais les bien-pensants du Paris 16e, ou les bouffons et bouffonnes de BFM, c'est sûr que eux, ou de TV5 de ma gloire, eux, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas m'apprécier. Parce que je viens avec un autre logiciel. Je viens avec un autre discours. Je dis à l'Africain, Africain, arrête de te victimiser. Africain, arrête de faire la manche. Je dis, Africain, arrête de penser que c'est l'aide au développement, entre guillemets, française qui va t'aider. Africain, cultive ta terre. Africain, porte tes couilles. Et quand je dis Africain, je ne parle pas de l'Africain que du continent, je parle aussi de l'Africain de la diaspora. Donc, ce discours-là ne peut pas plaire en France. Parce qu'en France, je te le dis, on aime beaucoup les Noirs quand ils rappent. Beaucoup. Le rap, aujourd'hui, vend. Que ce soit le rap soi-disant hardcore ou même le rap conscient qui se plaint d'être moins entendu, mais qui fait les masses médias, tous les grands journaux, qui ont de beaux articles dans le Figaro, dans Le Monde, dans Libération. Moi, je ne crois pas que Che Guevara ou Khalid Mohamed ou autres avaient ce genre de beaux titres. Voilà. Et moi, en tout cas, je ne les ai pas. Et dans le même temps, en Afrique, on me parle de moi pour ce que je suis. Un résistant africain qui se bat pour son peuple. Alors, question c'est le Internet. plus important. Le plus important, c'est le regard au sein de l'Afrique. C'est pas le regard de la presse et de la bobocratie occidentale. Question Internet. Quelles sont les solutions pour que l'Afrique s'autodétermine? Quelles sont les 3 premières lois qu'il ferait voter? Non, là, t'as vu, là, on est en train de convoquer Nostradamus. Moi, c'est Kémy Séba. Je ne lis pas dans une boule de cristal. Je suis pas législateur. Moi, je suis un activateur de la société civile. La première chose qui va permettre à nos populations d'avancer, quand on parle de l'autodétermination, c'est que celle-ci puisse réactiver plus que jamais le processus de souveraineté populaire. Cela passe par une plus grande prise en charge des populations et de la société civile qui doit comprendre qu'elle est devenue au XXIe siècle le nouveau centre de gravité de pouvoir. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il y a un émiettement au XXIe siècle des élites
que le pouvoir de plus en plus contesté parce qu'on sait que la plupart des politiciens sont des businessmen. En Afrique, il y a un adage qui dit que quand tu veux être homme d'affaires, tu rentres en politique. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des marchés. La plupart des politiciens, ils rentrent en politique, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont rien. Ils sont en politique, ils ont 10 hôtels, 15 maisons, et puis ils ont la dégaine de Kemayo. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est pas gratuit, il suffit de voir sa dégaine. Mais bref, mais je soupçonne vraiment d'avoir une liaison avec lui. Mais c'est pas le plus important. Mais juste pour terminer. Si tu vas t'en prendre une. Ça, je pense pas. Non. Franchement, je crois pas. Méfie-toi. Mais juste pour terminer, pour être plus sérieux, cette prise en charge de la société civile, cette migration structurelle du pouvoir qui au départ était aux mains des élites et qui va finir par descendre vers la base, va permettre, et ça existait partout, tu vois, Podemos en Espagne, alors c'est pas forcément le plus bel exemple, mais ça porte ses fruits. Le mouvement 5 étoiles, j'ai beaucoup plus de distance avec la Ligue du Nord, mais le mouvement 5 étoiles qui à la base de BP Grillo était un mouvement anti-système, issu de la société civile, et qui d'un point de vue géopolitique a quand même une vision sur bon nombre de choses intéressantes. Après, sur le regard qu'ils ont vis-à-vis de la migration, on peut se questionner sur beaucoup de choses. Sont des exemples palpable que la société civile peut prendre le pouvoir. Et moi, c'est ce en quoi je crois. George Soros a coopté des milliers d'associations qui ont pignon sur rue sur TV5, sur la chaîne de l'autre, ou dans les masses médias français, de mouvements citoyens en Afrique qu'on présente comme des mouvements citoyens modèles. Tu vois, des structures comme Y en a marre, structures comme Balai Citoyen, etc., et tout ce qui s'ensuit. Enfin, surtout Y en a marre, parce que Balai Citoyen, eux, ils disent qu'ils ne sont pas financés par Soros, donc il n'y a pas de problème, on va dire, je les crois. Mais Y en a marre et d'autres structures ont reçu ces financements-là, et eux sont dans une optique aujourd'hui, quelque part, de promouvoir l'acception de la démocratie occidentale, mais qui n'est pas en harmonie avec nos réalités. Or, nous, il y a un deuxième axe qui part de cette nécessité de la souveraineté au sein de la société civile, de la réappropriation du pouvoir par le peuple. Mais quand je te parle de ces mouvements citoyens cooptés, financés à coups de milliards, ou de millions, centaines de millions, non. Quand Georges Soros se déplace en personne, porte le t-shirt de l'organisation, va au siège du mouvement, il n'y va pas pour manger des falafels ou des kebabs ou des shawarma. Il y va pour financer parce qu'il y a un agenda qui est présent. Et il y a eu des révolutions de couleur en Europe de l'Est, les révolutions colorées. Il y a eu le printemps arabe qui a été une révolution manipulée. Et en Afrique noire, il y a une révolution cooptée qui ne dit pas son nom, qui est justement cette colonisation des sociétés civiles, sponsorisée par USAID aussi, l'Agence française de développement, ou RFI, qui d'ailleurs, c'est très intéressant ce passage, parce que RFI est une chaîne néocoloniale par essence, mais profondément, qui promeut l'agenda français sur le continent africain, et c'est sa spécificité, et qui a réussi à maquer la plupart des artistes africains. La plupart des artistes africains, quand ils ont besoin d'une reconnaissance nationale, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de passer par RFI. Ça veut dire beaucoup de choses. Eh bien, donc tout est fait pour quadriller cette société civile, parce que les élites occidentales savent que les sociétés civiles au XXIe siècle dans le monde, c'est le nouveau centre du pouvoir. Et donc là, il y a un travail aussi de décloisonnement effectué, de décolonisation structurelle à apposer sur la réalité des gens. Et c'est ce que nous, on essaye de faire avec l'ONG Urgence panafricaniste, que je dirige, et aussi avec le Front anti-CFA qui réunit plus de 850 mouvements citoyens sur le continent africain, en Afrique francophone et dans la diaspora. Ça commence à bien chauffer sur le Front CFA, là. Je pense qu'on a une très grosse responsabilité vis-à-vis de ça. Parce que si on ne l'avait pas fait, petite parenthèse pour revenir sur l'intelligentsia, la pseudo-intelligentsia africaine et le showbiz africain, qui sont les deux facettes d'une même pièce de prostituée intellectuelle. Quand j'ai annoncé fin 2017 qu'on lançait une campagne sur le franc CFA, contre le franc CFA, c'était un débat laissé en jachère, il n'y avait que les économistes qui parlaient à 4 ou 5 en vase clos, parce qu'ils méprisent le peuple pour la plupart du temps. L'intelligentsia africaine et française, et l'extrême gauche, tendance Mediapart, se sont moqués de nous. Ils ont dit c'est des débats d'arrière-garde, ça n'intéresse plus les gens, c'est pas la préoccupation, les gens veulent juste manger, sans comprendre que le système franc CFA est un système qui contribue à ce que les nôtres n'aient pas assez à manger. Mais moi, le problème, c'est que je ne cherche jamais l'autorisation de la pseudo-intelligentsia africaine. J'ai dit on va lancer l'activité, et bénéficiant de la notoriété que j'ai sur le continent africain, grâce à la télévision et mes années à la télévision, et aux réseaux sociaux, je vais activer des fronts simultanés de résistance partout sur le continent. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait
depuis la période des indépendances. Et je suis même pas sûr que durant la colonisation, les mobilisations se faisaient simultanées. Parce qu'ils n'avaient pas les techniques de télécommunication, les avantages qu'on a. On n'a rien inventé. Moi, j'ai rien inventé, hein, mais on bénéficie des technologies de notre époque. Et ça a été un bingo. On a réussi pour la première fois de l'histoire, sur le continent africain, en Afrique francophone, à réunir des populations au-delà des clivages nationaux, des clivages ethniques, excuse-moi. Et on a fait en sorte que le prolétariat de tous ces pays s'est réuni. Alors à diverses échelles, il y a des endroits où c'était nombreux, il y a des endroits où c'était pas nombreux, mais ça a fait un boom. À côté de ça, il y a des Sud-Américains qui nous ont soutenus, comme Pedro Biscay, l'ancien directeur de la Banque centrale d'Argentine, qui est un péroniste, un militant péroniste et un anti-impérialiste. On a eu des gens comme Alexandre Douguine et autres qui nous soutiennent aussi. Et ça, c'est le plus touchant. On a réussi à faire quelque chose de très gros, de très grand. Et donc le franc CFA, ouais, on a une très grosse responsabilité sur ça. Même si aujourd'hui, en fait, c'est toujours la même chose hein, dans les mouvements sociaux d'envergure. C'est que le peuple se réunit, fait le travail, et après, l'oligarchie cherche toujours... Comment ils essayent de tuer une mobilisation? Ils n'y arrivent pas, mais ils cooptent certains économistes qui, depuis des années, rêvent de reconnaissance. D'accord? Ils leur disent, bon, maintenant, allez Mamadou, on va t'écouter. Alors le franc CFA, c'est pas bien. Non, parce que c'est l'appellation qu'on donne, c'est le mot global. Quand on dit Mamadou, on sait que ça peut être un Norvégien. C'est juste pour ça que je dis ça. Je pourrais l'appeler Khalidou si tu veux ou pas. Régis. Non, Régis, si je dis Régis, je suis pas sûr qu'on va penser d'abord à un Africain. Donc voilà. Même si Aimé, grâce à Aimé Césaire, on peut penser à Césaire, mais c'est pas dit qu'on va penser à un homme noir. Donc juste pour terminer ce que je dis. Toussaint, d'ailleurs, dédicace à l'ancien conseiller de Laurent Gbagbo, Toussaint Alain, un ami, un grand frère, et à Toussaint Louverture, évidemment, qui est une grande source d'inspiration pour nous, même si je préfère Dessalines à titre personnel. Et donc, à force de m'interrompre, parfois, tu peux me faire perdre mon propos. Exprès, hein. Ouais, d'accord. Mais donc, je rebondis en te disant que par rapport à... Tu vois, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'on disait? CFA. Par rapport au CFA, l'élite occidentale a récupéré certains économistes, leur a donné des espaces pour qu'ils puissent travailler, etc. Même certains qui sont des anti-CFA. Et aujourd'hui, le débat franc-CFA est devenu un débat mainstream, alors qu'à la base, c'était quelque chose de profondément en rupture. Et le problème est que quand nous, on parle du CFA, quand j'ai mis ce débat sur la table avec notre ONG, on n'en a pas parlé parce qu'on est des fétichistes de la monnaie. On en a parlé parce que c'est un des tiroirs d'un problème beaucoup plus global qui est le manque de souveraineté. Il y a le manque de souveraineté militaire, le manque de souveraineté politique, le manque de souveraineté culturelle, le manque de souveraineté économique. Mais quand tu parles de culture, ça peut être moins palpable. Quand tu parles de franc CFA, c'est palpable. Et donc on a tiré ce premier tiroir-là, mais il y en a des tas d'autres. Et l'oligarchie française, comprenant que le débat en Afrique devenait stratosphérique et qu'on avait quand même impulsé quelque chose de très gros, ils se sont dit, mieux vaut qu'on essaye de récupérer les choses en cooptant certains économistes et en essayant de déradicaliser le débat. C'est ce qui s'est passé, mais malheureusement, la colère de la population est trop grande vis-à-vis des élites africaines et françaises, pas des populations, et de telle sorte qu'aujourd'hui, le combat s'est élargi à la sphère donc beaucoup plus globale de la France-Afrique. On parle un peu réchauffement climatique. C'est pas trop ma came, le réchauffement climatique, et j'aime pas parler de ce que je sais pas, mais comme je suis ouvert à tout, je parle, vas-y. Les flux migratoires du réchauffement climatique, ça va être géré comment? Alors moi, je vais te dire une chose, la problématique de la déforestation elle est plus grosse chez vous que chez nous. Premier point. Non, je te le dis. On va te faire fact-checker, hein, t'inquiète pas. Mais je m'en fous. Si on peut se fact-checker rapidement. Moi, ce que je te dis, c'est que, je te réponds, les multinationales occidentales, quand elles viennent en Afrique, en effet, elles contribuent à la déforestation, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait ontologiquement par nos populations. Parce que le rapport à la nature des populations africaines est très différent du rapport à la nature qu'il y a en Occident. Ce qui, maintenant, n'empêche pas, parce que le problème du réchauffement climatique dit à la déforestation ne résume pas à elle seule la destruction du climat en tant que tel. L'écologie, elle peut être esquintée et abîmée aussi par l'éducation citoyenne qui fait en sorte que beaucoup des nôtres jettent des déchets dans les rues. Ça, c'est quelque chose qui existe. Et j'ai pas besoin de fact-checking ou de fact je sais pas quoi pour le savoir, tout le monde le sait. Et ça, c'est des démarches citoyennes qui doivent être effectuées
par les nôtres, comme nous on le fait. On voulait lancer récemment, mais c'était un terrain qui était déjà occupé à Cotonou, au Bénin, une campagne de nettoyage des ordures à Cotonou, parce qu'on n'a même pas des boueurs. Les gens jettent les sachets n'importe comment. C'est des choses qui se font beaucoup moins dans les villages, mais qui se font dans les capitales. On a pris des mauvais réflexes, justement, de ce néolibéralisme-là. Donc, les flux migratoires dus au réchauffement climatique, ça, c'est les... comment dirais-je? C'est les peurs, peut-être, qui existent en Occident. Le problème, chez nous, il se situe autrement, je pense. Le problème de nos populations, c'est faire en sorte, quand on parle d'aliénation, étymologiquement parlant, alien étranger, rendre quelqu'un étranger à soi-même, c'est faire en sorte que les nôtres reviennent dans leur propre corps, dans leur propre esprit, réapprennent le rapport à la nature. C'est pour ça que moi j'encourage toujours les nôtres à revenir de manière régulière au village. Parce qu'au village, on t'apprend des choses sur le rapport à l'environnement, sur le rapport à la terre, sur le rapport à ton espace qui t'éloigne du paradigme néolibéral dans lequel on veut t'incarcérer trop souvent, dans les grandes villes africaines qui sont bien souvent devenues que des répliques aujourd'hui des capitales occidentales. Donc comment régler ce problème en tant que tel? Le premier problème, on en revient toujours à la réappropriation de soi, la réappropriation intellectuelle, idéologique et culturelle de soi, être capable de retutoyer son environnement, d'accord, être en harmonie avec son environnement, ce que les barbares anthropologues occidentaux appellent l'animisme en tant que tel, qui ne veut rien dire, mais celui qui comprend qu'il y a la vie partout, qu'il y a la vie sur la terre, qu'il y a la vie dans un arbre, qu'il y a la vie dans la nature, il ne va pas l'insulter. Et ça, les sages chez nous l'enseignent. C'est quelque chose malheureusement qui est trop ostracisé. Et nous, on fait partie de ceux qui essayons de valoriser ça. Et c'est pour ça que dans toutes nos mobilisations, y compris la dernière à Ouagadougou, on met un point d'honneur à toujours faire venir les chefs traditionnels. C'est très important. Alors je sais qu'aujourd'hui, dans un monde des religions révélées, on a essayé de caricaturer et de mettre ces gens-là de côté. Mais les chefs traditionnels, quand je vais à Haïti, je rencontre les chefs traditionnels parce que c'est vital. Quand je vais en Afrique, je rencontre les chefs traditionnels parce que c'est vital. Et eux ont une compréhension des choses qu'il est nécessaire de prendre en compte. Après, les chefs traditionnels, c'est des carottes comme tout le monde. Mais bon. On arrive à la fin de notre interview. Déjà, on m'a dit que c'était difficile, je suis surpris là. On t'a posé des questions sur l'antisémitisme, sur la violence, sur le fait que t'as tabassé un gars, des choses comme ça. T'en veux d'autres? Tu veux résumer ça, l'interview à ça? Non, bah tu dis que c'était pas difficile. Je pense qu'on a dit quand même beaucoup plus de choses que ça. C'est bien. Un conseil pour les jeunes générations et 3 livres à conseiller. Alors, je commence par le conseil. J'ai 3 livres, ça va être difficile parmi tous les livres qu'il y a à conseiller. Putain. Mais conseil aux futures générations, n'attendez l'autorisation de personne pour penser, pour exister, pour être. Deuxième conseil, faites tout pour protéger votre terre et protéger votre peuple. On vit dans un monde où on ne respecte pas les gens en fonction des minorités qui sont, minorités agissantes dans des plus grands ensembles. On respecte les gens en fonction des peuples auxquels ils appartiennent et la manière dont les peuples se comportent. Donc, comprenez que vous faites partie d'un ensemble qui a un devoir civilisationnel, un devoir culturel. Moi, je suis père de famille, je fais en sorte que mes enfants connaissent leur histoire, connaissent leur identité, connaissent l'histoire de leur continent. Ce que ma fille sait à 12 ans, je crois que je l'ai appris à 17 ans ou à 18 ans. Ça, c'est notre travail. Faites tout ce qui est en votre possible, que vous soyez chirurgien, que vous soyez avocat, que vous soyez même chauffeur de Uber, chauffeur de taxi, charcutier, boucher ou agriculteur au pays, etc., pour honorer votre terre et votre patrie. Parce qu'on vit dans un monde où le rapport à la terre, c'est sacré. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Troisième conseil, après je viens sur les livres. Toujours se dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple, il faut que le peuple comprenne qu'il doit le faire lui-même. Moi, j'ai jamais attendu, c'est l'adage de notre ONG, moi, j'ai jamais attendu l'autorisation de qui que ce soit pour mener mon travail politique. Au départ, les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, en Afrique, on est plébiscité par les masses. Et ça, c'est la plus belle des réponses. Et dernière chose pour les livres à conseiller, c'est très très dur. Je conseillerais Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop, évidemment. Je conseillerais Malcolm X, Une vie de réinvention. Malcolm X, A Life of Reinvention, pas l'autobiographie de Malcolm X qui est une grosse carotte, parce que c'est la vision tronquée que Alex Haley a dit, alors que le livre que je viens de citer, Une vie de réinvention, est le travail de chercheur d'une éminence académique, même si j'ai toujours du mal avec l'académisme en tant que tel, afro-américaine, qui a fait un travail de plusieurs années, Manning Marable, sur la vie de Malcolm X, loin des mythes, etc., et qui l'a présenté encore plus humain,
en le débarrassant de certains mensonges, comme l'histoire que quand il va à la Mecque, il découvre qu'il n'y a pas de couleur, et donc il devient un humaniste, alors qu'il était déjà allé à la Mecque très longtemps avant, à l'époque de la Nation of Islam, et qu'il avait vu le racisme qui existait en Arabie Saoudite à l'époque. Et troisième livre, c'est tellement difficile. Je dirais le consciencisme de Kwame Nkrumah, qui me parle profondément, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé. Et comme j'aime pas me limiter, je suis un relou, je vais dire Les damnés de la terre de Frantz Fanon. J'aime pas trop Peau noire, masque blanc, parce que quelque part, pour moi, Fanon est lui-même, qui a diagnostiqué les aliénations des noirs et blancs, était lui-même un aliéné, sur un certain point, c'est mon point de vue. Quand il dit que il n'y a pas de mission noire et il n'y a pas de culpabilité blanche. Moi, je pense en effet qu'il n'y a pas de culpabilité de tous les blancs, mais je pense que tous les afrodescendants et les Africains ont une mission. Ils ont le devoir de faire en sorte que leur population puisse se relever parce qu'on est les derniers de l'humanité et les plus pauvres de l'humanité, alors qu'on a les terres les plus riches. Il y a un contresens idéologique et analytique qui n'est pas normal. Et enfin, je t'en donne un cinquième. C'est un gros relou, là. Hein. Mais je t'avais prévenu, hein. Ouais, je suis un relou. Et je n'aime pas les règles. Donc quand tu m'en dis 3, je vais faire exprès d'en dire 6. Et je te donne juste le cinquième. Moi, personnellement, Message to the Black Men de M. Elijah Muhammad, même si je me suis éloigné de la Nation of Islam depuis longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, du 1, j'ai du mal avec les dogmatismes, tu vois. De 1. J'ai du mal avec certains aspects sectaristes de cette organisation. Et puis même d'un point de vue idéologique, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, avec lesquelles j'ai pu l'être à une certaine époque de ma vie. Moi, par exemple, je ne veux plus essentialiser en disant le blanc et le diable. Je pense que les choses sont plus complexes que ça. Moi, j'ai vu des noirs qui étaient des démons. Et j'ai vu des blancs qui étaient des démons. Alors maintenant, si on regarde à l'échelle de l'humanité, l'Occident, il a foutu la merde quand même partout où il est passé. C'est une réalité. Et donc moi, je peux comprendre que lui, il a voulu essentialiser à une période de sa vie. J'ai ressenti ça à une période, mais les voyages élargissent l'horizon et je ne peux plus avoir cette acception. Mais ce livre m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la civilisation noire originelle, sur qui j'étais. Et moi, je peux comprendre que ce livre ait traumatisé Mohamed Ali, qu'il est traumatisé... Enfin, quand il est sorti, Malcolm X était déjà sorti de la Nation of Islam, mais c'était le résumé des enseignements d'Elijah, M. Elijah Muhammad. Il m'a beaucoup parlé. Et je te donne le dernier livre, moi qui m'a... Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et évidemment mes ouvrages, qui par la grâce de Dieu se vendent bien en Afrique. Kémy Séba, merci. C'est moi qui vous remercie. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui pour m'avoir invité, parce que je sais qu'en France, il y a une hystérisation du débat. Je conclurai juste en te disant une chose, que tout à l'heure on a parlé de Zemmour, on n'en a pas parlé assez. Moi je ne ferai jamais la biatch, pour parler clairement, de pleurer sur un plateau. Oh, il a dit que c'était pas bien, je m'appelle Absatou ou autre, ça ne m'intéresse pas. Mais moi je propose à Zemmour un débat quand il veut, où il veut. Moi je défends mon identité, je suis dans mon peuple, je suis dans mon pays. Tu vois, ça ne me pose pas de problème. Et je me bats contre des élites, j'essentialise pas les gens. Zemmour, il essentialise les musulmans et les Africains. Parce que ça sert son agenda qui veut que l'élite française soit composée de 2 substrats qui seront donc les autochtones français, les 2 souches, et les juifs, contre le prolétariat musulman. Les juifs français, c'est un truc que je comprends pas, ça. Ouais, mais bon, écoute, non mais il y a les musulmans français aussi. Pourquoi t'as pas réagi quand j'ai parlé des musulmans? Si, c'est pareil. Ah d'accord, donc dis ça pour tout le monde. Mais ce que je veux te dire, tu vois, je t'ai eu là. Non, mais si, je t'ai eu, parce que t'as rebondi que sur les juifs, mais quand je t'ai dit des musulmans, t'as pas dit, mais il y a des musulmans français. Bon, bref. Donc je termine juste en te disant que sa stratégie est une stratégie mortifère. Et le problème de Zemmour, ou son avantage, c'est qu'il parle face à des gens qui ont peur de lui dire certaines choses. Et qui sont... Non, je lui dirais quand je serai en face, si je l'ai dit maintenant, je vide mon chargeur. Mais moi, je te le dis clairement, si j'ai Zemmour en face de moi, je vais l'éteindre. Et je le dis au nom de mes ancêtres. Voilà. Kémy Séba, merci. C'est moi qui te remercie. Bonne soirée, force à vous tous.